parti dans un projet un peu what the fuck. Je voulais craquer Airbnb. De toute façon, quand t'es first business, t'essaies toujours de dire vas-y, moi je vais craquer Airbnb ou je vais craquer Facebook ou je vais craquer Insta. Gros, calme-toi, fais un truc plus cheap. En plus, j'étais tout seul, je savais pas coder, bref. C'est ce qu'il a dit Mike Tyson sur la discipline. Il a dit la discipline, c'est faire des choses que tu n'aimes pas et les faire jusqu'à ce que tu les aimes. T'as 3 phases pour atteindre le million par mois. La première phase, c'est tu fais 10, 50K tout seul. En deuxième étape, pour faire les 100K, 200K par mois, tu vas recruter des gens pour effectuer des actions et te dégager du temps pour te concentrer sur tes zones de génie. Et pour atteindre le million par mois, tu vas t'entourer de A-players qui vont eux ensuite recruter des gens. Du coup, toi, tu te sors un peu doucement de ta boîte pour atteindre le million par mois. Si acheter ce produit vous met en détresse financière, ne l'achetez pas, ça va pas vous sauver en fait, tu vois. Je sais maintenant, en ayant fait un peu le bourrin sur les ventes sur LinkedIn, je sais qui vend et qui vend pas. Parce que je sais le taux de conversion qu'il y a sur LinkedIn par rapport au contenu que tu fais. Et avant de me connaître, tu pensais que je vendais ou pas? Salut à tous pour ce nouvel épisode du podcast qui a toujours pas de nom. Aujourd'hui, je reçois pour la 88e fois Kevin Dufresne, dit le boss du Bossistan. Le concept est simple. Donc moi, j'ai écrit 10 sujets. Kevin a écrit 10 sujets, donc de 1 à 10. Chacun tire un numéro entre 1 et 10 et l'autre lui dit le sujet qu'il avait écrit, correspondant. Et après, on fait free flow là-dessus. Exactement. Merci Thibaut. Du coup, si vous avez vous aussi des idées, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On va en sectionner quelques-uns. C'est un petit jeu qui pourrait être cool aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? N'hésitez pas. Si vous voulez proposer des sujets, mettez-les en commentaire. Et puis, nous, on va se faire, on va partir, on va devenir viral sur des sujets un peu costauds. Bon, Bon, le boss, c'est à toi de tirer un numéro. C'est à mon tour ? Ouais. Ok. De 1 à 10. Allez, je vais dire 4. L'équipe idéale quand tu es solopreneur. Ah putain, ça c'est hyper intéressant. C'est intéressant parce que moi j'ai commencé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais tu sais, j'ai commencé à recruter très tard dans mon business. Genre j'ai commencé à recruter En freelance. En freelance, ouais, uniquement en genre juillet dernier, août dernier, etc. Avant ça, genre sans avoir recruté, j'étais limite en burn-out. Je faisais que du support client, il y avait des bugs tout le temps, les gens qui me demandaient les factures, l'administration, etc. Donc en fait, clairement, je m'en sortais plus. J'étais plus du tout concentré. Et du coup, tu m'as présenté Maddalena. Martini. Ouais, de VA World. Et en fait, ce qui est assez drôle, comment est-ce que ça s'est passé, je lui disais, oui, vas-y, je vais travailler avec toi. J'avais fait un call avec elle. Et pendant 2 semaines, vu que j'étais sous l'eau, j'arrivais pas à trouver le temps de lui dire ok go on y va, tu vois, le temps de lui donner mes passwords, mes accès à tous mes trucs, etc. Donc Ouais. du coup je retardais. Et la raison pour laquelle j'ai pris Maddalena, c'est qu'elle me relançait pratiquement tous les 2 jours en me disant allô, on fait quoi, on y va, go, machin, etc. Et tu sais, elle me relançait et je repassais du coup la priorité tous les jours de Maddalena au-dessus. Et je pense que si elle avait pas fait ça, j'aurais pris encore plusieurs mois avant de déléguer. Et ça m'a donné ça m'a tout de suite donné le déclic à savoir quel type de personne je voulais dans mon équipe quand tu es solopreneur. Parce que quand tu es solopreneur, tu es souvent très concentré. Et du coup, tu as besoin de personnes qui sont attentionnées envers toi, tu vois, et qui vont vouloir ton bien. Dans le cas de Maddalena, bien sûr, c'est du business, tu vois, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient relancé une fois et après, ils auraient abandonné le truc, tu vois. Elle, Maddalena, elle n'a pas lâché l'affaire, elle m'a demandé les mots de passe, etc. Ça, c'est la première chose. C'est que moi, je pense que dans une équipe de solopreneurs, il faut des gens qui soient proactifs sur les décisions qu'ils prennent, pas uniquement des exécutants que tu dis de faire X ou Y. Donc, il faut des gens bons, quoi, excellents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à essayer de m'entourer de gens bons dans mon équipe pour essayer de faire du montage ou des choses comme ça, en fait, vu que tu es visible, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser avec toi. Donc ça, c'est cool. Le problème, c'est que tu sais, tu as ce qu'on appelle des A-players. Les A-players, c'est des gens qui sont extrêmement compétents et des gens qui sont extrêmement motivés. Explique ça, tiens. Les A-players, c'est en gros, tu as une courbe comme ça où tu as très motivé moins, très motivé plus, très compétent moins, très compétent plus. Okay. Et donc, en fait, un A-player, c'est celui qui est en haut à droite, du coup, sur très motivé et très compétent en même temps. Ouais. Il y a des phrases que beaucoup d'entrepreneurs américains répètent souvent, c'est qu'en fait, tu as 3 phases pour atteindre le million par mois. La première phase, c'est tu fais 10, 50K tout seul avec ton business, donc tu fais tes ventes tout seul. Ensuite, en deuxième étape, pour faire les 100K, 200K par mois, voire 500, tu vas recruter des gens pour effectuer des actions et te dégager du temps pour te concentrer sur tes zones de génie.
Et pour atteindre le million par mois, tu vas t'entourer de A-players qui vont, eux, ensuite recruter des gens. Et du coup, toi, tu te sors un peu doucement de ta boîte pour atteindre le million par mois. Il y a des boîtes, et d'ailleurs, on a rencontré pas mal de gens qui avaient atteint le million, qui le trouvent très rapidement, ce A-player, et d'autres qui le trouvent jamais. C'est pour ça que aussi comment dire, le branding d'une boîte aujourd'hui, c'est indispensable pour la croissance, pour attirer ce type de talent-là. Tu vois. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont assez connus, notamment Antoine BM. Il parle souvent d'un des mecs qu'il a rencontré sur son groupe Facebook qui s'appelle Félix. Et très souvent, dans les podcasts qu'il répète, j'entends souvent dire en fait, sans Félix, j'en serais jamais arrivé là. Tu vois, il m'a aidé à avoir plein d'idées, il m'a aidé à structurer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es solopreneur, tu es en sous-performance. Tu vois, toi, tu es en sous-performance. Moi, je suis en sous-performance. Je peux te donner un exemple tout con. Mais par exemple, j'ai envoyé 0 email l'année dernière. Tu vois. Et il n'y a personne pendant 1 an qui a remarqué ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient venir me voir sur LinkedIn, par exemple, ou m'envoyer un mail en disant bah écoute, c'est trop con, t'as je sais pas combien, j'ai regardé, t'as 12 000 emails maintenant, à l'heure où on se parle. T'as envoyé aucun email, pourquoi, tu vois. Et du coup, bah voilà ma stratégie, et voilà, tu me payes pour ça. Et du coup, ça prend du temps de trouver les bons talents, ça prend du temps de trouver les bonnes ressources. Et en fait, on s'attend beaucoup à ce qu'il y ait des gens qui aient suffisamment d'imagination, en tout cas moi, c'est ma vision, pour venir te voir et te dire, tiens, là, par exemple, ça serait cool que tu fasses une masterclass ou un webinar, tu vois, de lancement, comme fait Yomi ou Oussama, tu vois. Viens, on le fait ensemble. Et je t'aide à le faire, tu vois. Et je prends une commission sur les trucs. En fait, nous, dans notre métier, vu qu'on a une audience, on a potentiellement des clients avec un produit qui se vend, avec un market fit intéressant, on a des milliards de différentes stratégies. Donc moi, j'appelle ça des stratèges qui vont venir te voir et qui vont dire, voilà, j'ai performé sur ce canal-là, sur cette stratégie-là, viens, on la met en place et je prends un pourcentage où tu me payes pour le faire. J'avais rencontré un mec à Bali qui faisait ça, qui performait de ouf sur Twitter. Tu vois, moi, je suis pas sur Twitter, par exemple. Il faisait des lead magnets sur Twitter et ensuite, il les mettait dans des séquences jusqu'à un webinar. Il me disait, on rajoute 50K par mois à chaque infopreneur avec lequel on travaille. Ok. Et sur Twitter. Moi, je suis pas sur Twitter, par exemple. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment un gros déclic. Et enfin, la dernière chose que je pourrais dire, après, ça m'intéresse grave d'avoir ton opinion, c'est qu'en fait, vu que tu arrives souvent, et j'en ai parlé avec Jérémy Coleman, là, justement, que je vais appeler récemment, qui est un coach business très très smart, adorable, j'adore ce mec. On a fait un podcast avec Scalesia, que tu connais aussi d'ailleurs, Jérémy, qui a monté Coleman Publishing, qui aide les business à grossir et atteindre leur premier million, ou plusieurs millions d'ailleurs, même par an. Et à un moment, j'avais évoqué le truc de se dire, OK, bon, en fait, tu recrutes des gens qui sont hyper motivés pour bosser avec toi, mais qui n'ont pas trop de compétences. Ce qui fait que toi, en tant que solopreneur avec des compétences marketing, grosses, copywriting, storytelling comme toi, on va les amener à un certain niveau qui vont devenir excellents et extrêmement motivés. Du coup, ça en fait potentiellement des A-players, sauf que les A-players, en tant que freelance, vu qu'ils ne travaillent pas vraiment pour toi et que ce pas des salariés, c'est des gens qui peuvent être recrutés par d'autres solopreneurs potentiels. Tu vois. Donc ça va devenir des entreprises qui vont réussir à faire générer du cash à leurs clients, potentiellement, avec tes compétences et leur motivation. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est possible, tu vois, de pouvoir former ces gars-là, de créer un pacte, entre guillemets, avec eux, en leur disant, bah voilà, moi, tu m'aides à performer sur cette stratégie-là. Si ça performe, je fais ta communication. Mais en revanche, tu me fais un truc d'affiliation où je prends des parts dans ta boîte. Ce que fait un peu en Mozy en même temps, mais c'est un peu le bordel. Cody Sanchez aussi, je crois qu'elle le fait. En fait, elle aide à scaler les boîtes, elle aide à grossir des entreprises, des micro-entreprises de boîtes. Tu vois, quand tu vois même Andrea Ben Saïd avec son agence de SEO, fondateur de Eskimos, comment il est presque au milliard de valorisation aujourd'hui dans sa boîte. Un petit freelance qui est parti d'une boîte de plusieurs milliards. S'il y a des gens avec qui tu bosses et qui t'as amené à un certain niveau, qui te permettent d'avoir certains résultats, est-ce que tu ne peux pas essayer d'imaginer un business dans lequel en fait, tu crées une galaxie d'écosystèmes de partenaires qui sont aussi... plus ils gagnent, plus tu gagnes. Tu vois. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. Donc ça, c'est un modèle sur lequel je suis en train de réfléchir. Mais globalement, pour répondre à ta question, sur la première question qui m'a vachement inspiré, comme tu peux le voir, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Ouais. Et du coup, et toi, Thibaut, comment est-ce que tu t'organises? Parce que tu délègues beaucoup, mine de rien. Hein. Tu raques pas mal. Hein. Ouais, alors, je peux faire la liste à peu près de ce que j'ai eu comme... Enfin, il y a de la délégation, je sais pas ce qu'on peut appeler une équipe, parce qu'en fait, l'équipe, je me dis, l'équipe, je pense, c'est quand tu prends des gens et que les gens interagissent entre eux dans le travail. Donc, j'ai une équipe avec plusieurs assistantes. Tu vois, j'en ai à peu près 3, tu vois. Des assistantes? Ouais. Ok. Enfin, assistants ou gens qui m'aident, on va dire. Après, j'ai des monteurs ponctuels sur la vidéo, audio.
Et après, j'ai quelqu'un qui m'aide un peu en social media, surtout plus sur Insta, tu vois. Mais on peut pas, je sais pas, alors il y en a qui sont dans les équipes, plutôt une équipe, tu vois, sur les assistants, il y en a d'autres où il y a que moi qui interagis avec eux, tu vois. Ce que j'aime bien en fait dans ce que tu as dit, et je pense que c'est l'évolution un petit peu, tu vois, alors il faudra peut-être définir ce qu'est un solopreneur. D'ailleurs, c'est un peu antinomique de se dire l'équipe parfaite en solopreneur. Attends, mais solopreneur, c'est être tout seul. En fait, je pense que ce que les gens comprennent pas, en fait, on sait pas vraiment ce que c'est un solopreneur. Moi, je peux me dire, c'est la seule personne, tu vois, qui est fondateur d'une boîte. Donc, tu es solo fondeur de ta boîte. Et a priori, c'est toi qui as les seuls intérêts économiques de ta boîte, tu vois, et probablement pas de salarié, on va dire, tu vois. Moi, j'ai une théorie. Alors, je sais pas si tu es d'accord, après, je te laisse continuer. Est-ce qu'elle est bizarre, la théorie? Non, ouais, peut-être un petit peu chaud. Mais j'adore, parce que quand quelqu'un me dit j'ai une théorie bizarre, souvent je me dis je sais. Bring it on. Non, en fait, pour moi, le solopreneuriat, c'est l'inverse, enfin, c'est le scale du temps versus argent. C'est-à-dire que, et j'en avais parlé d'ailleurs, on était en discussion la dernière fois, et je disais en fait, le solopreneur, il fait 20 000 euros par mois, il travaille 30 heures par mois. Si le mois d'après, il fait le même chiffre d'affaires, mais il travaille plus que 10 heures, il a fait de la croissance aussi. Tu vois. Pour moi, c'est ça le solopreneuriat. C'est pas la course à l'argent, c'est la course au temps. Donc en fait, tu peux avoir une équipe qui te permette de gagner le même salaire en économisant du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, la dénomination, c'est pour ça que moi j'ai appelé ça les punks du web. Parce qu'au final, en fait, que tu sois seul ou que tu sois deux fondateurs, tu vois, tu es dans les mêmes ordres de grandeur financiers à peu près. Et c'est pas parce que tu es deux que tu es une start-up, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on dit? Tu es une PME Internet? Enfin, je sais pas, tu vois. C'est un peu compliqué. On pourrait trouver des termes. Peut-être une PME Internet, je sais pas. Tu vois. Moi, j'ai utilisé les punks du web. Soit un fondateur, deux fondateurs. Tant que tu n'as pas prévu d'avoir une croissance de scale exponentielle, comme une startup, je me dis que tu es dans les punks du web, solopreneur. Après, tu vois, est-ce que si tu as un salarié, tu es encore un solopreneur? Je sais pas. En fait, pour moi, le terme solopreneur avance. En fait, je pense que c'est pour se dédouaner un peu du freelancing, où en fait, beaucoup de startups se disaient oui, mais moi je ne suis pas freelance, nous avons une équipe, nous avons un projet, et se dire on crée quelque chose, tu vois, qu'on peut vendre. Alors qu'on se dit ouais, les solopreneurs ils peuvent rien vendre parce qu'il y a pas, leur boîte n'a pas d'actifs, ce qui est faux. Hein. Tu vois, il y a plein de gens qui ont vendu leurs médias, genre MrBeast ou des mecs comme ça. Donc je sais pas, et je pense que c'est pas très important. J'ai envie de te dire, c'est peut-être une question de statut, c'est-à-dire se dire, tu sais, avant les gens qui disaient nous, tu vois, en fait il est tout seul, et il bosse avec des freelances, ils disent nous. Oui, nous, chez blabla, tu sais, chez, ils vont donner un nom. Mais en fait, le nom, c'est toi. En fait, et en fait, je pense que certaines personnes, au contraire, essaient de donner un nom pour se donner du courage, de la force, tu vois, de l'autorité. Tu vois, je peux inventer un nom, on va appeler ça S17, tu vois. Ouais, chez S17, nous, alors qu'il n'y a qu'un mec chez lui. Bah, pourquoi tu t'appelles pas Kevin Dufresne, tu vois? Pourquoi tu fais pas de ton nom une marque, en fait? Pour la valorisation, peut-être. Bah, oui, mais bon, souvent c'est du bullshit, tu vois. Et puis, il suffit de faire une recherche rapide pour voir si le mec, il a un projet qui a un nom, qu'il est tout seul derrière, c'est bizarre, tu vois. J'ai pas plus de... Mais en tout cas, je pense qu'il pour un nom, alors pour un solopreneur, t'es plus pour un nom inventé. Tu vois, par exemple... genre, par exemple, est-ce que c'est Yomi Denzel ou c'est Mindeo? Ouais, est-ce que tu vois, moi c'est Kevin Dufresne, tu vois, mais je sais que, par exemple, je peux avoir des regrets de ne pas avoir m'être appelé, je sais pas, grosse trainings, tu vois, genre grosse, whatever, tu vois, un nom de boîte. Parce que le truc, c'est qu'après, tu peux pas vraiment le vendre, c'est ça le problème. Après, j'ai un hack, apparemment. Je pense pas que ce soit lié au nom, tu vois. Je sais pas si tu peux revendre Kevin Dufresne, par exemple, ou Thibault Louis, tu vois. Tu peux peut-être revendre les punks du web, en revanche, à une boîte. Peut-être. Tu vois. Mais moi, j'avais eu un hack, justement, d'un mec qui m'avait dit que, en tant que solopreneur, la seule manière de pouvoir revendre sa boîte, c'est de recruter un CEO que tu mets à ta place. Du coup, tu mets honneur de ta boîte. Du coup, il prend le relais et tu le rebrandes. Tu vois. Tu changes le nom. Et après, peut-être que dans un an, tu peux réussir à faire quelque chose. Ouais. Il y avait le coach de vie, là, tu sais, Paradoxe, là, comment il s'appelle? David Laroche. David Laroche. Lui, il avait commencé avec David Laroche FR, tu vois, et puis il s'est rappelé Paradoxe. Et je soupçonne que c'est parce qu'il veut se faire racheter. C'est possible. Honnêtement, je sais pas. Je pense que ouais, si tu crées d'autres projets, des podcasts, tu vas pas appeler ça le podcast de Kevin Dufresne. À un moment, il faut donner des noms pour que les gens, même, ils différencient, tu vois, tes différents projets. Mais je pense que la marque, c'est ton nom, quoi. Après, c'est une question super compliquée.
Donc, c'est vrai que si tu veux créer quelque chose de plus gros que toi, j'ai envie de te dire, oui, peut-être il faut créer un nom, mais si tu prends des anciens, enfin, des entrepreneurs qui ont fait de leur nom une marque, est-ce que tu connais Gary Vaynerchuk, par exemple? Ah oui, Gary, quand même. Ok, est-ce que tu peux me citer une de ces boîtes, un nom de ces boîtes? Ah putain, comment elle s'appelle sa boîte de vin là? Bon, ben tu sais. Ouais, mais Vayner non, mais tu sais Media, pas. mais en fait, tu utilises son nom pour faire. Non, mais tu Ouais. vois, mais Grant Cardone, tu connais le mec de l'immobilier? Ouais, Donne-moi un nom de ces boîtes, ouais, non, je connais pas. tu vois. Ouais. Enfin, Yumi Denzel, tu sais que ça s'appelle Mindeo parce que tu as dû le voir sur LinkedIn, mais au final, l'important, c'est lui, c'est le type, tu vois. C'est lui que tu brandes. Je sais pas. Donc en fait, tu peux faire un énorme truc awareness, genre un truc très top branding en haut avec ton nom, et ensuite rajouter des galaxies de boîtes, tu vois. Un peu comme ce qu'a fait Guillaume Moubèche aussi, limite, hein, tu vois. Ça, c'est Guillaume Moubèche. Au début, il était très comme ça. Ensuite, il a utilisé son audience pour faire l'Emlist, l'Emstage, l'Emstack, l'Emcal maintenant aussi, l'Empod, etc. Donc en fait, il Ouais. a créé une galaxie de Mm, boîtes mm. en utilisant l'audience de son personal branding. Donc c'est ça, en fait, la bonne stratégie finalement. Lui, il fait un SaaS. Donc, le SaaS, c'est souvent plus gros que toi. D'ailleurs, il y a des gens. En fait, l'idée, c'est que les gens achètent ton SaaS sans qu'ils sachent quitter. Ça, c'est magnifique, tu vois. Ah, mais il a utilisé quand même beaucoup de stratégies d'infopreneuriat Ouais, non, mais bien sûr. pour prendre son Donc, truc. je sais pas. Mais je sais pas. J'ai pas la solution. Mais ce truc de naming, un peu, dans savoir que c'est tout seul, si tu mets ton nom, on sent que c'est dans l'air du temps. Les gens se posent des questions. J'ai pas vraiment de. Mm. Pour moi, c'est pas un problème majeur, tu vois. C'est comme dirait Elon Musk, don't search a non-solution to a non-existent problem. C'est vrai. Ça peut être un problème si tu peux le revendre. Mais... Peut-être. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec Guillaume, justement, lui, il a été excellent pour trouver ses players, pour faire le lien avec le truc des Ouais. teams, tu vois. Ouais. Lui, il a à chaque fois sur l'Empod, il avait recruté un mec hyper bon. Il l'avait recruté dans les pays de l'Est. Je lui avais parlé, il m'avait expliqué, il m'a dit, mais en fait, dans les mecs des pays de l'Est, tu les payes pas trop cher, les mecs sont hyper smart, ils sont hyper intéressants. Et là, il a 2 gros A-players dans sa team qui cartonnent sur LinkedIn aussi, tu vois. Et ça, t'imagines, t'as une squad, on appelait ça la stratégie Avengers à l'époque, tu vois, mais t'as une squad de salariés qui sont limite des mini-entrepreneurs qui travaillent pour ta boîte, Ouais. tu vois. Et lui, Guillaume, il a utilisé ce principe de je veux rendre mes salariés millionnaires dans 5 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Tous mes salariés vont devenir millionnaires dans 5 ans. Et c'est pour ça qu'il a attiré beaucoup de players aussi. Donc, je pense que tu vois, ça peut être des stratégies comme ça pour attirer des gens, quoi. Ouais. C'est quoi ta strat, toi, Pour. pour recruter des players? T'en as pas? Si. Alors, des high players. Bah, je peux dire, moi, si je veux. J'ai 2 manières de faire. Le premier, c'est le bouche à oreille. Tu vois. En gros, quand j'ai besoin de quelqu'un, je vais voir des gens que j'estime. Je leur dis, est-ce que tu connais des gens qui sont capables de faire ça, etc. Ça marche beaucoup comme ça au niveau d'ailleurs. Hein. Souvent, quand tu sais, les gars, ils se refilent des types et tout. Tu vois. Totalement. Ouais. Tu sais, je pense que d'ailleurs, les meilleures offres d'emploi ou en freelancing, elles sont pas disponibles sur les job boards, tu vois. Et je pense, le truc le plus important, c'est ta marque personnelle. Tu vois, moi, je recrute aussi beaucoup sur Story Insta. Et en fait, je fais pas plus que je fais une story Insta, je peux avoir 50 personnes qui viennent, tu vois. Sur des Tally. Moi, j'utilise tally.so. Ouais. Mais t'as pas de process structuré pour recruter, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un pote à moi qui est un infopreneur assez successful et tout. Lui, il a vraiment un process où, tu vois, il pose des questions, il a un formulaire à remplir de 30 minutes, il fait des études de cas. Non. Tu vois, nous, on est beaucoup plus au feeling, quoi, tu vois. Et est-ce que finalement, c'est une bonne méthode? Je pense pas. Mais En fait, je me rappelle, tu vois, déjà, c'est pas une offre d'emploi, c'est une offre de freelance. En fait, je me rappelle, moi, de comment c'était galère. D'ailleurs, je pense que si les boîtes, elles ont besoin de faire autant de process de recrutement, c'est parce que les gens ne montrent pas assez leur travail, les salariés. Je donne un exemple. Imagine, au lieu d'arriver avec un... Tu vois, parce que parfois, tu applies à quelque part, ils te demandent des lettres de reco ou des choses comme ça. Et il suffit qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui te connaissent, en fait, ça apaise direct le truc. Les gens se disent, ah, lui, il est validé par un tel et un tel qu'on connaît. Tu vois, il est bon. il y a beaucoup aussi, ils payent les salariés parfois. Ils gagnent 1 000 € sur un recrutement. Ouais, mais exactement, c'est super difficile. Et ça, c'était une idée de David Perel. Il avait dit, franchement, au lieu d'à chaque fois faire des apply, tu vois, à un nouveau job, et c'est par exemple de faire un podcast individuel en 10 épisodes,
tu vois, sur vos expertises, vos idées ou un truc comme ça. Et juste montrer, tu vois, un projet que tu as fait, en fait. Et je pense qu'il faut créer un projet, tu vois, quelque chose où tu montes ton travail sans avoir à le démontrer à chaque fois, à chaque nouvelle, tu vois, effort de recrutement. Et je pense, en fait, qu'une fois que tu es bon et que tu montes ton travail, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu crées du contenu, etc., quand tu es bon, la majorité des opportunités viennent à toi, en fait. Quand tu es bon, je pense. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas super bons, qui font du contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens très forts qui n'en font pas, souvent par le syndrome de l'imposteur. Tu sais, qui se disent, ouais, qu'est-ce que je vais apporter au monde, c'est bouché, etc. C'est pas pour moi. Ça, c'est autre chose. Ça, Moi, c'est j'en entends beaucoup des gens qui disent non, mais j'aime pas. Comme si en fait faire du contenu c'est quelque chose que t'aimais, tu vois. Ouais, Genre ça c'est comment genre ouais moi j'aime pas, tu vois, par exemple là c'est marrant mais regarde on est samedi, tu vois, ouais on a autre chose à foutre d'être dans le podcast ici, même si moi je kiffe hein, tu ouais, vois. Mais en fait au début même d'être devant les caméras j'étais stressé, j'étais pas bien, ça me ouais. saoulait. Donc les premiers éléments que tu fais au début c'est ça le truc qui est ouf, c'est que les gens ils croient trop que ce qu'on fait c'est des trucs qu'on kiffe alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la journée qu'on kiffe pas, tu vois. Genre, par exemple, bah, tu parles du recrutement, mais moi, ça me saoule d'être en call pendant 1 heure, tu vois, avec à essayer de coacher des gens et leur dire quoi faire, tu vois. Je préfère être tout seul dans mon coin et passer mon temps à essayer de gringer des hacks ou essayer de trouver des Mhm. moyens d'acquisition un peu marrants. Donc, je pense que ça, c'est ça la différence entre un bon entrepreneur et un mauvais entrepreneur. C'est que le mauvais entrepreneur va penser que tout ce qu'il doit faire, il va l'aimer. Et un bon entrepreneur va faire des choses qui doivent être faites, même s'il les aime pas, tu vois. Et qui va continuer de les faire jusqu'à ce qu'il les aime, tu vois. C'est ça la discipline. Par exemple, non mais on en parle C'est ce qu'il a dit souvent. Mike Tyson sur la discipline. Vas-y, dis-moi. Je la fais en français, mais il a dit la discipline, c'est faire des choses que tu n'aimes pas et les faire jusqu'à ce que tu les aimes. Exactement. Bah ouais, bah, totalement. Le GOAT, hein, Mike Ouais, Tyson. Mais moi, ouais. c'est ce que je fais, tu vois. Par exemple, le sport depuis 1 mois, 2 mois, je me suis vraiment mis, j'y vais 4 5 fois par semaine, tu vois. Parfois, ça me saoule, tu vois. Après la journée de taf, j'ai la flemme, ou même le matin, tu vois. Ouais. Parfois, j'y vais, j'ai la flemme, je me sens pas bien et tout. Et en fait, dans ma tête, je me hack en me disant, j'ai pas le choix. Et je pense qu'il y a des techniques pour hacker comment dire, sa discipline. C'est par exemple, bah là, tu vois, on a un studio de podcast, ça fait partie d'un hack de discipline. C'est-à-dire que plutôt que d'aller mettre ses lampes, configurer sa caméra, faire les setups, faire le micro, etc., dans sa chambre, etc., ça prend du temps. Je pense qu'il faut diviser, il faut réduire au maximum les frictions, tu vois. Ou alors comment dire, se punir de pas faire des choses. Par exemple, tu vois, tu prends un coach sportif. Moi, c'est ce que j'ai un coach sportif. Et j'ai un coach le mardi à 9h30. C'est tôt 9h30 hein, pour un solopreneur, c'est un peu tôt. Ouais. Et en fait, genre, si j'y vais pas, je perds 50 balles. Donc, genre, ma flemme me coûte 50 balles. En vrai, 50 balles, voilà, ça fait chier, c'est un bon resto, tu vois. Mais le fait de me dire, vas-y, tu vois, c'est les 50 balles de punition qui sont suffisantes pour m'aider à faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, il y avait un mec qui avait dit ça, je sais plus qui c'était, qui disait que euh, pour avoir une bonne discipline, il faut s'imposer comment dire, Des incentives négatifs. ouais, Des incentives genre en négatifs. mode, si tu te dis, il faut que tu lances par exemple 10 épisodes de podcast en un mois et que tu en as enregistré que 8, faut que le mois suivant, tu dises, ok, bah, vu que j'en ai enregistré que 8 et j'ai pas accompli mes objectifs, là, le mois prochain, j'en fais 15. Tu vois. Mm. Donc tu te punis d'en rajouter 5 Ouais. parce que tu en avais 8 la dernière fois. Est-ce que toi tu fonctionnes comme ça ou pas du tout? Alors, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, en fait, de recruter un DA player ou un A-player qui va gérer le truc. Je pense que quand tu as une audience, en fait, au bout, le but, c'est que tu. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est que tu recrutes. Toi, tu t'appelles Kevin Dufresne. C'est que tu recrutes à la fin une directrice ou un directeur de Kevin Dufresne Limited, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un en fait qui gère, tu vois, tes business, donc et que toi tu sois un peu le chairman, c'est-à-dire que en fait cette directrice, ce directeur n'aura peut-être pas, tu vois, ta réputation, ton aura, ta crédibilité, ton physique, Tes cheveux. non, mais ton audience, tu vois, Ouais. pour en fait promouvoir ça. Et toi, tu es un peu le garde-fou, tu vois, la tête, un peu, je sais pas comment dire, la tête d'enchère, comme des Grant Cardone ou des Gary Vaynerchuk ou des mecs comme ça. Un mec Où en qui a, fait, qui a- qui a un entrepreneur américain qui a genre
10 boîtes différentes Ouais. et il a tout scalé et il utilise juste son image. Donc, du coup, en fait, ça revient un peu Je sur ce qu'on pense, disait. je pense qu'en fait, le dernier hack, c'est que, en fait, tu prends ton assistant ou assistante le plus performant et en fait, t'en fais le CEO de ta boîte, tu vois. Hmm. Enfin, t'en fais le CEO de ton image et après, toi, tu fais la représentation, tu vois, les podcasts, etc. Mais ce que d'ailleurs, parfois, font les CEO, enfin, en fait, quand tu as plusieurs fondateurs, cofondateurs d'une boîte, souvent, tu as un chairman. C'est-à-dire, en gros, il y en a un qui est plus du tout dans l'opérationnel, qui fait la presse, les relations publiques, tu vois, les dîners, en gros, il y a un moment dans ta boîte, tu dois faire ça. Nous, on est peut-être pas encore là, tu vois, mais nous, enfin, nos dîners à nous ou nos RP, c'est l'audience qu'on fait, tu vois. Hmm. Mais je pense qu'à un moment, c'est bien en fait que tu es quelqu'un vraiment top, que tu payes cher, du coup, qui peut être incentivé à la performance dans ta boîte. Ce qu'on a, alors je sais pas si on peut le dire, il y a un mec qui a fait ça, tu vois, dans le club d'entrepreneurs où on est là. Ouais. Oui, mais il avait pris, je ne vais pas donner son nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais il a fait, en fait, il a plusieurs boîtes, donc des startups, et il a, tu vois, toutes ses formations, il a foutu un gars à la tête de ses formations, à la tête de son channel YouTube, et lui, il est plus dans l'opérationnel. C'est Et ça, il a paye, trouvé son player. Ouais. Hmm. C'est peut-être ça, en fait, le truc à la fin. Moi, je pense que j'en suis pas du tout encore là. Et j'ai encore besoin d'énormément grinder, tu vois, de chapeauter énormément, tu vois, tous les produits éducatifs que je vais faire. Il y a encore des produits que je fais où j'accompagne les gens. Je suis encore pas mal dans l'opérationnel. Je sais que ça fait criser pas mal de gens, mais j'aime bien accompagner les gens, tu vois, encore. Tu pourrais déléguer, moi, c'est ce que je t'ai souvent dit, faire enfin, apprendre les choses que tu sais, typiquement des gens qui vont faire les trucs à ta place. Tu vois, Tony Robbins, le coach Ouais, personnel, c'est pas Tony Robbins qui va te coacher. Genre, même si tu payes 5000 balles, c'est des coachs de Tony Robbins. ouais. Et dans la majorité du temps, c'est ça. Hein, C'est vrai, mais ça, c'est pour moi, enfin, dans ma perception, ce serait pour moi du wishful thinking parce que on se rend pas compte à quel point c'est difficile. En fait, tu brandes une méthode et ça veut dire que les gens que tu formes sont les ambassadeurs de ta méthode que toi, tu as certifié, entre guillemets. Hmm. Ça prend du temps. Il y a énormément de choses que tu dois faire. Tu dois les former. Faut pas que ces gens ils se cassent. Faut que tu les payes suffisamment bien. Tu vois, parfois, faut que tu chabotes. Enfin, tu deviens chef d'entreprise. Donc, c'est bien et c'est un modèle beaucoup plus scalable. Il y a beaucoup de gens qui font ça aux États-Unis. Ça commence à être fait en France. Le problème, c'est que tu peux scaler ta boîte, mais tu vas scaler l'ampleur de tes soucis aussi. Ouais. Ça me fait penser à une question un peu hors sujet. Après, on enchaîne sur ma question à moi, enfin, sur le nom que tu viens de dire. Euh, Si là, par exemple, une personne qui nous écoute se dit putain, j'aimerais bien être solopreneur, j'aimerais bien être un Tony Robbins ou Ouais. un Justin Welch, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, nous, dans notre. Par exemple, on va parler de la discipline et des choses Mm. qu'on a faites avant pour en arriver là. D'après toi, et après, moi, je vais donner mon estimation, combien est-ce qu'il faut aujourd'hui pour arriver à ce niveau-là? Parce qu'on dit souvent, là, je t'ai entendu plusieurs fois dire, bah, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais combien de temps il faudrait pour partir de zéro pour atteindre le niveau d'un, j'ai envie de dire un Tony Robbins ou un. Tu vois, par exemple, je sais que Hormozy, il a mis, je crois, 12 ans pour en arriver là où il en est. Quelque chose comme ça. Toi, en plus, tu connais beaucoup les entrepreneurs américains. Combien est-ce qu'ils ont mis de temps Ouais. pour atteindre leur résultat? Alors, je vais te répondre en deux manières différentes. Je vais faire un parallèle avec le jeu d'échecs. Un jour, c'est une question que j'ai posée à des forts grands maîtres. Je leur ai dit, euh, imagine, tu mets un type et tu le fais entraîner par les meilleurs du monde, Kasparov, Carlsen, tu vois, aux échecs, etc. C'est pas un mec de base qui a un patrimoine génétique ou intellectuel, tu vois, forcément très développé. On peut l'amener jusqu'où? Et il y a un mec dans le monde des échecs, un Roger, qui m'avait dit 2400. 2400, c'est un petit professionnel. Et on te dit souvent, faut croire à ses rêves, tu vois, sky is the limit, etc. Et c'est vrai, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin, et moi, dont j'avais besoin le premier, j'ai encore besoin, de se dire le plafond. Parfois, ce qu'on croit être le plafond peut être beaucoup plus haut et on peut aller beaucoup plus loin. C'est juste que quand on est entouré de pipes, bah, on a tendance à se dire, bah, si t'es le roi des pipes, tu te dis, je suis ouf. Si tu vas à la Silicon Valley, à Santa Monica, ou je sais pas où, d'un coup, le niveau moyen des gens autour de toi, le plafond explose. Hmm. Et du coup, t'es plus le roi des pipes, t'es la pipe des rois, tu vois. Et en gros, ça peut t'amener plus loin. Ce que je veux dire, c'est que
je sais pas si tout le monde a la capacité de faire des choses vraiment extraordinaires. Après, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un avec, on va dire, avec des capacités cognitives, ou de détermination ou de travail, peut-être, enfin pas de travail, mais une grosse capacité de détermination, grosse capacité de travail, pas forcément quelqu'un qui a énormément de talent, il est capable, tu vois, de battre 1000 gars qui vont avoir plus de capacité naturelle à l'origine. Et là, ça va être une question de temps. Naval dit c'est entre 5 et 10 ans. Ouais. Lui pense que tout le monde peut devenir multimillionnaire entre 5 et 10 ans. Après, est-ce que ça va devenir des Tony Robbins? Je sais pas. Mais entre, tu vois, quelqu'un qui fait 5 et 10 ans pour devenir millionnaire. multimillionnaire, ouais. Ouais. Mais selon lui. Mais multimillionnaire, tu vois, là, pour un Tony Robbins, c'est pas quelque chose de très impressionnant. Pour quelqu'un dans la population globale, c'est beaucoup. Il faut rappeler que, quand même, tu vois ça, il se cache beaucoup, mais dans la population adulte française, il y a un Français sur 22 qui est millionnaire. Aux États-Unis, c'est un Américain sur 15. C'est juste qu'on les voit, enfin, on les voit, mais c'est juste qu'ils vont pas tous avoir une Rolex, une Porsche, tu vois. Il y a plein de darons, ils ont 50 balais, tu vois. Juste, en fait, ils ont acheté leur résidence principale. Après, ils ont économisé, ils ont acheté des actions, tu vois. Ils ont économisé, je sais pas, 4000, 5000 balles par mois. Peut-être, ils ont mis, tu vois, des assurances vie. Au bout de 30 ans de carrière, ils sont multimillionnaires, ils ont même pas fait exprès, tu vois. Enfin, ils ont juste fait les trucs. Et quand tu as 50 ans, tu as des gens qui sont multimillionnaires, ils se sentent même pas multimillionnaires, tu vois. Donc multimillionnaire, c'est pas forcément quelque chose d'extravagant. Parfois, il y a des gens, ils le savent même pas, ils se sentent pas forcément même spécialement riches parce que ils ont du patrimoine, ils ont des trucs comme ça. Après, tu dois payer les études des gamins, etc. Bref, Naval dit entre 5 et 10 ans. Après, pour devenir un Tony Robbins, je sais pas. Je sais pas combien de temps il a mis. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que je pense que tous les gens qui arrivent à des choses à ce niveau d'exception, et j'en parlais beaucoup avec mon pote Julien Song, j'ai remarqué quand même, c'est un truc très bizarre, mais que Julien me disait, quand tu as une éducation, une enfance assez healthy, que tout s'est plutôt globalement bien passé, que tu as été bien aimé, etc., que tu n'as pas eu de problème, tu n'as pas eu de rupture amoureuse, des choses comme ça, pourquoi tu veux devenir un Tony Robbins, tu vois? Pourquoi tu as ce besoin d'écraser, enfin, pas d'écraser les autres, mais de faire des trucs incroyables où tu vas devenir, tu vois, mettre plus d'oseille que tu sais quoi en faire. Il y a un truc chelou qui s'est passé dans leur... Ouais, je suis d'accord. Et Hormozy, enfin, tu vois, il y a des trucs chelous qui sont passés. Ouais. Tony Robbins, c'était pareil. Naval, il l'a dit. Justin Kan, il a dit dans un podcast qu'il était complètement alcoolo. Il sifflait une demi-bouteille de whisky tous les soirs. Il boit plus maintenant, tu vois. Et globalement, il y a un truc un peu psychiatrique. Il y a un truc de détermination qui vient souvent d'une revanche, tu vois, lié... t'as beaucoup d'immigrés aussi de deuxième génération qui pètent des trucs incroyables parce que ils ont vu leurs parents galérer, etc. Et puis, tu vois, une détermination de malade. Donc, je sais pas. Je sais pas combien de temps ça prend. La question, ça serait, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Il y a une phrase sur laquelle je suis plus d'accord, c'est si tu vises la lune, tu tombes dans les nuages, dans les étoiles. C'est que même si tout le monde n'a pas besoin d'être Tony Robbins, mais tu vois, quelqu'un qui fait rien de sa vie et qui boit de la bière et joue à la console toute la journée sur son couch, et un gars qui devient un Tony Robbins ou Obama ou ce que tu veux, t'as 10 000 niveaux, tu vois. Et si tu n'arrives pas au niveau 9985 tu vois, de Robbins, mais que tu arrives au niveau 7000, tu es peut-être déjà un GOAT, tu vois, du GOATistan. Moi, alors, je suis d'accord avec toi sur la majorité du truc. Après, je suis un peu nuancé sur le fait que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Moi, j'ai vu des gens qui étaient très mal partis et qui d'un coup explosent. Et tu sais, je pense que c'est lié à ce que une chercheuse avait fait à Stanford, je crois, dans l'école là aux États-Unis, où elle avait analysé les gamins dès la maternelle ou le collège. Et ensuite, elle avait fait une autre étude dans les 10 prochaines années. Et elle s'était rendue compte qu'il y avait 2 catégories de personnes, les fixes et les grosses mindset. Ah oui, gross mindset, fixed mindset, ouais. Et en fait, si tu lis cet argument-là, et c'est assez intéressant parce que fixed mindset, c'est des gens qui disent je peux pas, je sais pas, j'y arriverai pas, ce genre de choses,
qui ont beaucoup de mal avec l'échec, donc ils vont faire tout pour tout faire parfait. Et les grosses mindsets, c'est souvent des gens qui ont beaucoup échoué, mais qui partent du principe que l'échec fait partie de la réussite. Du coup, qui sont tout le temps dans une dynamique d'évoluer. D'ailleurs, là, on est en 2024. J'aime bien faire un jeu avec moi-même parfois, c'est de me dire qui j'étais l'année dernière et qu'est-ce que je me dirais à mon moi de l'année dernière, tu vois. Et dans la grande majorité du temps, je suis quelqu'un mais totalement différent et je pourrais jamais me... Voilà, donc je sens à travers cette petite expérience-là que je grandis tous les ans et que je continuerai de le faire de l'année prochaine. Et c'est excitant de savoir qui tu vas être l'année prochaine par rapport à ça. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'il y a des fixed mindset qui peuvent devenir grosses mindset. Tu vois. Et à l'inversement, il y a des grosses mindset qui peuvent te faire devenir des fixed mindset. Et donc, je pense que le système crée beaucoup de fixed mindset. L'école crée beaucoup de fixed mindset, par exemple. Ton entourage peut te faire devenir un gros mindset. Les gens que tu rencontres. Typiquement, c'est ce qu'on disait dans l'autre podcast, mais typiquement, tu fais dans une grande école de commerce avec des gens qui sont ambitieux, des entrepreneurs, etc. Ça va t'inspirer à devenir un gros mindset. Donc, certains vont prendre plus de temps que d'autres, mais je suis assez convaincu que même si aujourd'hui, t'as pas l'état d'esprit qu'il faut, il faut travailler dessus, quoi. Tu vois. Je pense qu'avec un bon état d'esprit, une bonne confiance en soi, avec un coach, tout ce qui est coach en ligne, des choses comme ça, je trouve que c'est super. Moi, c'est pas mon métier, donc genre, j'arriverai pas à le faire, par exemple, de coacher des entrepreneurs à devenir meilleurs. Je pense qu'il faut des gros coups de pied au cul, ça, dans la grande majorité du temps. Mais il y a des gens qui sont très doués pour ça, tu vois, pour pouvoir le déclic, tu vois, quelque chose qui se parque en fait dans la tête et qui disent waouh, ok, ça je pensais vraiment pas être capable de le faire. Maintenant que je l'ai fait, je vais pouvoir voir si je vais plus loin. Et il y a, un truc que j'avais entendu sur un Reels qui disait tu mets un arbre dans un pot de fleurs, il va grossir de 1 ou 2 mètres maximum. Tu mets cette même arbre dans la forêt, il va voir les arbres tellement hauts qu'il va vouloir dépasser les 10 mètres, tu vois. Et donc en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que l'environnement dans lequel tu es va conditionner la hauteur que tu vas atteindre. Donc bien entendu, une fois que tu arrives à un niveau d'amitié ou de gens qui sont dans le même niveau que toi, etc., bah, faut que tu ailles aller dépasser le niveau au-dessus pour aller voir ce qui s'y passe. Et moi, très souvent, quand je pensais avoir atteint des résultats que je pensais pas atteindre, je suis arrivé avec des gens autour de moi qui étaient beaucoup plus avancés et je me prenais un peu pour ouais, pump it up. En fait, c'est exactement tu sais, la pipe, tu es en mode bah ok, finalement, je suis pas si ouf que ça, tu Ouais. vois. Et ça m'a dit, bah en fait, ça te rappelle l'humilité, ça te rappelle que bah, il y a des gens qui sont toujours plus avancés que toi, il y a des gens donc voilà, c'est un peu la nuance, je pense. Il y a des gens qui sont fixes, qui peuvent devenir grosses et qui peuvent s'en sortir et créer du contenu. Par exemple, tous les gens que je connais dans la création de contenu, que j'ai rencontrés sur LinkedIn ou des gens comme ça, sont tous des grosses mindsets. On se connaît tous ensemble, tu Mm. vois, et c'est pour ça qu'on s'apprécie autant aussi. Et donc, rien que le fait de créer du contenu, se montrer visible, t'attire dans un nouveau monde, tu vois. Ça me fait beaucoup penser à, tu vois, la réaction face à l'injustice. En fait, tu as deux réactions. Tu as la résignation ou tu as la révolte. Et je pense que c'est la même chose par rapport à son destin, tu vois. On a tous une voix intérieure, tu vois. Et cette voix intérieure, tu vois, elle peut être cultivée ou elle peut être étouffée. Et c'est une voix intérieure où tu t'es toujours dit, les originaux, ils vont jamais fitter. Tu vois, si tu te dis, voilà, je dois faire des choses différentes, je dois sortir de mon patelin, etc. Mais le truc, c'est que si tes parents, tu vois, ton entourage te disent des choses et qu'en fait, t'as pas des gens un peu comme toi, je pourrais presque dire, tu vois, à l'école des sorciers, en fait. Si t'es en fait, t'es un sorcier et que t'es entouré de moldus, tu vas toujours avoir l'impression que t'es bizarre et tout le monde va toujours essayer de te ranger parce que sinon, tu vas être un peu chelou, ce qui passe avec Harry Potter. Et en fait, Harry Potter, là où il sent le mieux, c'est quand il est avec les sorciers, tu vois. C'est un truc un peu bizarre ce que je veux dire, mais sur le growth et le fixed mindset, mais je pense que un sorcier, tu vois, entre guillemets, qui aurait une voix intérieure qui est étouffée, si il y a personne qui vient le chercher à un moment, il va se dire, à un moment, il peut se dire que lui, c'est le problème. Il va essayer de se ranger. Il va essayer de fill in, tu vois, dans la société avec, tu vois, les moldus. Et il est capable aussi de se dire, tu vois, que c'est lui le problème et se ranger. Et ranger cette voix intérieure qui, en fait, était son plus gros atout. Tu parlais de l'école. Je pense que cette voix intérieure, il y a des moments où j'ai commencé à la ranger vers mes 21, 22, jusqu'à mes 25 ans. Et tu vois, que j'ai pris un job, j'ai commencé, tu vois, à Sciences Po, ma voix intérieure a beaucoup flanché parce que, en fait, moi, je voulais faire du business, des projets. J'étais pas trop dans ce truc, tu vois. D'ailleurs, j'ai eu plein de problèmes à Sciences Po. Et je pense que c'est lié à l'espoir. Tu vois, je vais donner un rapport par rapport
tu vois, où les gens se disent, ils ont une vie assez normale, remplie peut-être de petites déceptions depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y a un moment où ils se disent, tu vois, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, ça les remplissait d'espoir. Et en fait, quand ça se passait pas bien, du coup, ils avaient un espoir qui était grand et ils avaient une déception qui était encore plus grosse. Et cette déception, elle fait mal, tu vois. Et quand tu as 1, 2, 3, 4, 5 déceptions, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, je vais arrêter d'espérer parce que si ça se passe pas comme j'aimerais, je vais encore me casser la gueule. Et tu le vois en amour, ça. Tu vois, des gens qui se sont dit, putain, tu vois, j'ai eu, voilà, je suis sorti avec Michel, je suis sorti avec André, je suis sorti avec truc, et c'est la 4e fois que je me fais larguer, tu vois. Et tu te dis, et tu vois, et la personne, moi j'ai vu des personnes qui me disent, en fait, je teste même plus, parce que à chaque fois, je tombe amoureuse, à chaque fois, mon cœur se remplit, et à chaque fois, la déception est encore plus fat, et tu vois, je me trimballe des trucs et on me ramasse la petite cuillère, etc. Et tu peux créer des gens, en fait, qui enterrent complètement leur espoir, parce que cet espoir, s'il n'est pas satisfait, il devient trop douloureux. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que tant que tu gardes pas, tu vois, ce brin de révolte contre ton destin, et à des moments te dire, putain, mais je vais m'énerver, et parfois, il faut le faire seul, parce que parfois, il n'y a personne qui peut t'aider. Le pire, c'est quand tu n'as plus d'esprit de révolte, tu vois, par rapport à ça, et que tu te résignes. Et je pense pas que c'est une question d'âge, tu vois, tu as des gens qui... T'as plein de séries là-dessus, genre Better Call Saul ou tu vois, c'est quelle autre série? Bah, Tapi, Bernard Tapie, quand tu vois le truc de Tapi, mais sa famille, elle en a marre, tu vois. Tu vois, il trompe sa nana, il se met avec une autre nana. Tu vois, ces nanas, combien de fois lui dit ça va durer combien de temps tes conneries, etc. Tu vois, sa première nana lui disait ça va durer combien de temps tes conneries, j'en ai marre, etc. Et sa deuxième nana, elle avait l'air beaucoup plus, tu vois, à le soutenir dans ses conneries. Il y a plein de fois où il se retrouve, tu vois, sur la paille. Ouais. Mais lui, il a jamais, enfin, on croit, tu vois, qu'il a jamais vraiment douté. Parce qu'il avait ce truc, tu vois, super déterminé. Au début, il voulait être chanteur. Bon, bah, tu vois, il s'est pris une tarte, ça n'a pas marché. Après, il a Beaucoup essayé de de gens racheter des auraient boîtes. arrêté à ce niveau-là et Et, auraient abandonné leur mais carrière. combien de fois ça lui est arrivé, tu vois, des trucs. Mais je pense que c'est ça, c'est très spécifique chez les gens et je pense que c'est un travail à faire chez beaucoup d'humains, c'est d'apprendre à rapidement accepter une douleur, donc rapidement se remettre d'une douleur, tu vois, pas rapidement, en tout cas, c'est mal exprimé, en tout cas, se remettre tout simplement d'une douleur. Parce que je pense que les choses les plus difficiles qui t'arrivent dans la vie ouvrent des portes nouvelles dans le futur. Tu vois, moi, toutes les choses horribles qui me sont arrivées dans la vie, que ce soit la perte de mon argent, la perte d'un proche, toutes ces choses-là ouvrent une nouvelle perspective de ta vie et du coup te permettent de faire des choses encore plus extraordinaires. Tu vois, ce que disait un peu Tony Robbins, il a dû avoir des trucs horribles qui lui sont arrivés dans la vie, mais sans ces trucs horribles qui lui sont arrivés dans la vie, c'est ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il faut réussir et j'étais totalement contre ça quand j'étais jeune, mais réussir à se dire et à voir de l'espoir dans les choses difficiles. Bon, après, il y a des gens qui sont à la guerre, etc. Tu vois, genre, ça, c'est dur de voir de l'espoir quand tu te reçois des roquettes dans la gueule tous les jours. Mais en tout cas, nous, dans notre vie, dans notre train-train quotidien d'occidentaux, voilà, qui avons un peu tout ce qu'on veut, essayer de voir dans la douleur quelque chose de beau qui va en ressortir après. Tu vois. Ouais, mais clairement. Je le vois dans. Enfin, ouais, juste. Mais. je- tu vois l'image des entrepreneurs, etc. Tous les investisseurs, tous les gens te disent ne montre pas tes faiblesses. Tu vois, les investisseurs, ils disent toujours au CEO ne montre jamais quand ça va mal, quand le bateau tangue. Montre-le que quand ça crache et fais une apologie, tu vois. Je connais pas un seul entrepreneur qui ait pas passé une nuit où il s'est dit c'est la guerre, tu vois. Enfin, c'est la guerre, c'est pas littéralement. Il n'y a pas un entrepreneur que je connais où il s'est dit c'est fini, je suis une merde, tu vois, plein de trucs. C'est juste que et tu tapes la nuit et t'es solo et tu peux pas en parler aux gens parce que les gens, à part Personne te comprend. mettre une tape sur le dos, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. C'est ça en fait, quand tu te rends compte qu'en fait tes problèmes ne peuvent pas être résolus par les autres et qu'effectivement c'est des tapes dans l'épaule et ça va aller, etc. et qu'en fait il n'y a que toi qui peux résoudre tes propres problèmes, là tu prends en considération tu as beaucoup plus de courage pour t'en sortir, tu vois. Parce que si tu comptes trop sur les autres, ta famille, tes amis, etc. C'est un switch moi que j'ai eu quand j'ai perdu mes 150 000 balles. Où en fait tout le monde, ma mère est hyper gentille, qui venait chez moi pratiquement tous les jours pour me dire Kevin, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mon ex de l'époque qui me disait mais ouais, comment tu vas faire, etc. Et du coup, c'est moi qui disais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et du coup, je me suis dit en fait, personne ne comprend ce que je suis en train de vivre. Même ma mère qui essaie de faire tous les efforts du monde, elle ne comprend pas que la difficulté que j'ai actuellement, c'est une perte de confiance, c'est une perte de projet, c'est une perte d'avenir, c'est dur, tu vois. Et en fait, j'ai juste transformé ça en rage,
tu vois. En mode, j'ai visualisé le problème, je l'ai chiffonné, tu vois. Et je me suis dit, putain, je vais le transformer d'une couleur noire à une couleur beaucoup plus vive. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. 3 mois plus tard, j'ai fait 130 000 euros. Donc, je m'étais donné comme objectif de faire 200 000 euros en 2 mois. Et du coup, en 2 mois d'ailleurs, pas en 3 mois, j'avais fait 130 000 euros. Donc, presque le chiffre d'affaires que j'avais fait en un an. C'est une expérience extraordinaire, tu vois, d'avoir vécu ce problème et d'avoir réussi à le résoudre de manière aussi belle, on va dire. Ouais. On continue? Allez. C'est à toi? Ouais. Vas-y, 10. Alors, inspiration business. Ok. Qu'est-ce Donc, qui t'inspire? ouais. Donc, inspiration business. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ok. Franchement, déjà bon, bah, ce qui me revient immédiatement, c'est les Américains. Contenu en anglais. Les indie hackers. Tu vois, je me suis retrouvé à un carrefour, je pense, là où j'avais vraiment besoin de passer ce que j'appelle la porte magique. C'est-à-dire entre le moment où tu vois, tu reçois toutes les infos et le moment où tu les as intégrées, tu les appliques et tu commences, il se passe des trucs dans ta vie, tu vois. Parce que moi, j'en connais des gens qui, tu vois, ce que j'appelle des wannapreneurs ou des wannabe entrepreneurs, tu vois, c'est des gens qui consomment, ils lisent tout et puis finalement, tu lui dis, bah ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Et souvent, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est quand tu es un peu avant la porte magique. Et après, tu commences à faire des trucs, à te casser la gueule, etc. Là, globalement, la différence entre le wannabe entrepreneur et le mec qui commence et qui se casse la gueule, je pense que c'est une question de courage. C'est qu'à un moment, tu peux pas. À un moment, il faut y aller, quoi, tu vois. Il faut y aller, courage et régularité, stabilité dans ce que tu fais. Il faut que tu stick to something, tu vois. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose, à moins que tu y ailles et que tu te commettes dedans, tu vois, et que, je sais pas si ça se dit se commettre, mais... Commit. Ouais, to commit, bon, c'est en anglais, mais tu te mettes dans un truc et que tu te dises... et après, à la limite, tu pivotes, tu vois. Mais à un moment, il faut choisir quand même. Et après, tu commences à avoir des clients, il se passe des trucs, après, tu grossis, bon, et après... y en a, ça prend un projet, 2 projets, 3 projets, même en freelance. Hein. Il y en a, ils arrivent du premier coup. Et donc mes inspirations, on va dire mon inspiration entrepreneur internet. Parce que moi j'ai toujours jamais fait de pub, donc j'ai toujours considéré que mon canal d'acquisition principal serait les réseaux sociaux vers ma newsletter et que les réseaux sociaux seraient le top du funnel. Ça m'amène vers ma newsletter mail où là j'ai une base mail à laquelle je peux envoyer mes produits, mes articles, etc. Et voilà, c'était mon canal d'acquisition. Qui m'a inspiré là-dessus? Je peux donner une liste de gens. Naval Ravikant, avec, tu vois, il y a un livre sur lui qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Mais Naval, il n'a pas créé du contenu, lui, c'était un entrepreneur à la base. Non. Lui, à la base, il a créé AngelList, mais après, il a commencé à créer des podcasts. Ok. Il a un podcast, après, il a fait mais il était déjà millionnaire avant de créer ce contenu, finalement. Ouais, il est multimillionnaire, il n'est pas milliardaire. Il a dit, je ne sais pas combien il a, sa fortune est estimée à 500 millions aujourd'hui. Il est investisseur maintenant, mais il a commencé à créer du contenu à un moment. Et d'ailleurs, tout le monde se foutait de sa gueule, tout le monde lui disait pourquoi tu fais le philosophe, etc. Et en fait, il a créé une sorte de modèle qui est l'entrepreneur Internet, qui est, en fait, de ta réputation et ton contenu. Le contenu, ça scale, donc que tu écrives à une personne ou 100 000 personnes, tu prends le même temps. Et tu le distribues à des gens qui sont susceptibles ensuite de te donner des opportunités d'investissement, donc que toi t'investis dans tes projets, ils peuvent acheter en tant que client, etc. Donc du coup, l'idée de se dire, tu es ton propre produit en créant du contenu. Il y a un fameux tweet de lui qui dit « If you cannot code, write books and blogs, records, videos and podcasts. » Si tu ne sais pas coder, fais des vidéos et fais des vidéos et des livres, fais des podcasts et des articles, en gros. Dans le sens, si tu ne scales pas par le code, fais du média et ce média peut scaler. Donc, Naval Ravikant, Paul Graham, tu vois, le fondateur de Y Combinator, sur tous ces énormément de principes sur son site internet, qui est un site claqué, mais les articles sont top. Tu vois, c'est de la pensée pure sur l'entrepreneuriat. Dave Gerhardt, beaucoup en marketing. Peter Levels, sur tout son modèle, tu vois, entrepreneur internet. Tu as juste besoin d'une connexion d'un ordi et tu peux faire ce que tu veux, en gros. J'aime bien Daniel Vassallo sur les small bets, où en fait, il déteste tu vois, tous les modèles des startups VC et il dit qu'en gros,
tout n'est pas obligé d'aller à la faillite, quoi. En fait, il faut plus équilibrer ses paris, ses projets. Lui, il est plutôt pour faire quelques petits projets et tu vois, aller de manière lean. Hein. Il gagne quand même bien du cash. C'est un ancien d'Amazon. Il faisait 500 000 euros par an à Amazon. Il a quitté son job pour être solopreneur. Il y a... il y avait Justin Welch, bien sûr, qui a été le pilier. Dès qu'il écrivait un post sur Twitter, sur LinkedIn, je likais et j'enregistrais immédiatement. Et c'était vachement sharp, vachement court, c'était top, tu vois. Il est bon, ce mec. Il continue, d'ailleurs. Il a jamais lâché, il écrit tous les jours. Justin Welch. Cody Sanchez. Tu vois, sur le côté technique, investissement. Il y a très peu de gens techniques en business qui font du contenu. Elle est top. Jamie Hormozy aussi, qui est très bon. Et David Perel sur l'écriture, c'est des gens qui m'ont inspiré sur l'écriture. David Perel, Nicolas Skoll, fameux ghostwriter qui écrivait à la place des gens. Il a écrit des posts pour les gens qui se sont fait des centaines de millions de vues, donc c'est toujours une bonne inspiration. Et globalement, c'est déjà une bonne liste. Hein. Moi, il y a un truc qui est marrant parce que quand je t'ai posé cette question, du coup, j'ai passé un peu ma matinée à aller regarder, à explorer ces gens-là. J'en ai retiré des petites. De mon analyse, j'ai retiré des petits trucs, tu vois. Notamment le fait que chaque personne que tu m'as citée n'a aucun modèle business qui se ressemble. Ils ont tous des modèles différents, tous une manière de voir le business de manière différente. Tu vois, que tu prends Hormozy, Sanchez, enfin tous ces gars, même le mec qui a créé une communauté, là j'ai essayé un petit peu regarder, je me rappelle plus là, le mec des Invest là, il fait de l'investissement, il a créé une communauté d'investissement que tu payes par mois. Je sais plus combien c'était, bref. Ouais, je l'ai regardé son modèle. Ils ont tous créé leur propre modèle de business, leur propre modèle de croissance avec des niveaux plus ou moins élevés de revenus, tu vois. Quand tu vois un Ambrosi qui est très centré sur les entreprises qui font plus d'1 million par an, il va les aider à scaler. Tout ce qui est avant, c'est gratuit, donc c'est inspirant. Quand tu vois un autre qui va faire du code et qui va développer des produits un peu... pas très beau dans le code, mais qui fonctionnent et qui font le taf, et qui va faire du 70K par mois ou même des revenus à plusieurs millions en étant en jusqu'aux dents des idées et en balançant ça sur son audience. Donc, chaque différent modèle, et je pense que c'est un exercice que les gens peuvent faire par rapport aux gens que tu as cités, de juste aller regarder sur leur site internet d'où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont arrivés, comment est-ce qu'ils y sont parvenus, tu vois, et de s'inspirer en fait des modèles qu'ils ont créés et aussi de se dire que ils ont vraiment chacun tous une identité différente, une zone des génies chacun différente, et sur lequel ils ont tabassé, quoi. Tu vois, ils sont tabassés. Un peu comme un clou que tu arrives à trouver, tu tapes, jusqu'à ce que ça soit enfoncé jusqu'au maximum. C'est un peu ce que j'ai vu dans les profils que tu avais recommandés. Ouais. Du coup, les petites zones de génie à avoir ça. Non, mais clairement. Ok. My turn? Ouais, vas-y. Je sais plus comment j'avais dit. C'est quoi, je vais dire 1. Les concours d'entrepreneurs. C'est assez marrant parce que moi, quand j'ai monté ma première boîte, moi pour la petite histoire, j'avais appris à faire des sites internet WordPress à l'époque. Et tu sais, les agences, ça te coûtait 15 000 balles pour faire un site WordPress. Moi, je facturais 3 000 euros. Donc, j'avais plein d'entrepreneurs qui venaient me voir pour faire des sites WordPress. Et à un moment, j'ai quitté ce business-là qui était très pratico-pratique, tu vois. Ouais. Genre, voilà, tu pouvais pas te rater, en fait. Tu fais des trucs moins chers et des trucs équivalents. Donc, en fait, tu pouvais pratiquement pas te rater. Je suis parti dans un projet un peu what the fuck qui s'appelait Bedwell. Et le principe, c'était de faire une sorte d'appel d'offres Airbnb et des hôtels, tu sais. Parce que moi, j'étais un gros flemmard. J'aime pas organiser mes voyages entre potes et je trouvais que c'était chiant. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, ça serait cool que je tape tous les endroits potentiellement dans l'année où je serais chaud pour partir et recevoir des offres d'hôtels ou d'appartements, et ensuite négocier, etc. Enfin bref, je voulais craquer Airbnb, tu vois. De toute façon, quand t'es first business, t'essaies toujours de dire, vas-y, moi, je vais craquer Airbnb ou je vais craquer Facebook ou je vais craquer Insta. Frérot, calme-toi, genre, fais un truc plus cheap. En plus, j'étais tout seul, je savais pas coder, bref, calvaire. Mais en tout cas, dans cette expérience-là, j'ai fait des concours de start-up. Je cherchais absolument des fonds, je cherchais absolument un dev. J'étais dans tous les sens en train d'essayer de chercher à droite, à gauche des trucs. Et j'avais eu un article de presse, je me rappelle, j'étais trop content en mode ouais, Bedwell, la start-up prometteuse de logement entre particuliers et hôtels, etc. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, je trouve que déjà l'idée a été pas mauvaise, mais en vrai, trop compliquée à mettre en place. Je pense que
C'est beaucoup plus simple de se dire, OK, tu vois, dans le 100 de mes potes autour de moi, les 100 personnes que je connais autour de moi, c'est quoi leur problème commun que je peux leur vendre demain, tu vois. En gros, c'est plus comme ça que je résoudrais le problème. Deuxième, c'est qu'en fait, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de préparer les concours, etc. Il faut remplir les dossiers, donc c'est du temps que tu passes pas sur ton business, tu vois. Et troisièmement, je pense que tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer. Ouais. En vrai, franchement, Surtout aujourd'hui. surtout aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à faire mes premières ventes en faisant des posts sur des groupes Facebook, tu vois. Genre où j'arrivais, hello, j'ai travaillé 2 ans à The Family, j'ai décidé de faire une formation en ligne, commentez, et je vous envoie une masterclass gratuite, tu vois. Et j'avais genre 600 commentaires sur mon post Facebook, juste ça. Pareil, il y avait quelqu'un qui voulait faire tu vois, un truc tout con, mais comment est-ce que tu... Parce que c'est facile de dire, t'as pas besoin d'argent pour lancer un business, mais les gens comprennent pas fondamentalement le principe pour trouver tes premiers clients. Tu vois. Il y a le principe de, OK, une story Insta. Même si tu as 1000 ou 300 personnes, tu vois, sur ton compte Insta, tu peux trouver au moins 2 3 consommateurs Mm. parmi tes potes. Moi, mes premiers clients, ça a été mes potes, hein. Ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, vas-y, je suis trop chaud, etc. Je prends ta formation. Et ils m'ont soutenu, tu vois. Et je pense que les gens, ça, tu vois, ils sont focus sur en mode, ouais, il faut faire le produit, il faut faire le produit, faire le produit. Tu fais une story Insta, problème, agitation, solution, pour prendre le pass, tu vois, copywriting. Donc, problème, par exemple, je sais pas, nous, dans le podcast studio, c'est, euh, ouais, en 2024, les meilleurs entrepreneurs auront leur podcast. Tous les autres vont mourir. Mm. Tu fais un truc un peu plus tactique comme ça. Agitation, tu dis en 2024, enfin, depuis quelques années, on voit une courbe de croissance du nombre de podcasts. Voici les entrepreneurs qui ont réussi grâce au podcast, X, Y, Z, machin. Enfin bref, tu mets une grosse pression. Ensuite, tu mets un solution. Du coup, nous, on a créé un espace dans Lisbonne accessible. Vous posez votre cul sur la chaise et vous recevez 30 reels en moins de 24 heures. Tu postes ça, tu vois, sur Insta, je suis convaincu, tu mets un petit formulaire après, vous êtes chaud pour avoir une démo ou pour venir nous voir. Oui, non, tu vois. Tu vas envoyer des MP, des messages privés aux personnes qui ont répondu oui. Tu commences à engager la discussion. Et franchement, en 2 3 jours, tu as ton pitch commercial. Tu as les choses que tu dois dire ou que tu dois pas dire. Les choses qui sont vendeurs et les choses qui ne le sont pas. Et tu peux commencer un business comme ça, en fait, avec une story Insta, tu vois. Ou avec un groupe, tu vas parler dans les groupes Facebook. En vrai, du Mm. groupe Facebook, c'est vraiment sous-coté encore aujourd'hui. Sur LinkedIn, encore mieux, tu vois. Si t'as pas beaucoup de portée, tu peux faire des sondages, par exemple. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'avais fait aussi. Est-ce que vous êtes intéressé par une masterclass? Tu fais un lead magnet, tu vois. Tu fais, est-ce que vous êtes intéressé par X, tu vois? Tu fais oui, non. En général, les sondages sur LinkedIn, ça peut être pas mal, tu vois. Donc, tu récupères les gens qui ont répondu oui ou non à tes réponses, tu vois. Et tu vas commencer à les MP et commencer à vendre. Donc, je pense que euh, les gens qui veulent de l'argent pour lancer un business, c'est souvent des gens qui ont pas forcément confiance en leurs produits. Tu vois, qui disent qu'il faut mettre de la publicité, qu'il faut mettre du marketing, qu'il faut recruter des gens, qu'il faut faire machin, etc. Mais je pense que si t'as pas fait au moins tes 20 premières ventes tout seul, sans argent, c'est que ton business, il est déjà mal parti. Je parle pour les produits digitaux, tu vois. Euh, Mais même les startups. Hein. je pense même les startups, ouais. Il y a aussi Surtout les un... startups. Oui, oui, bah... Ouais, après, bon, tu as besoin d'argent pour développer ton software, par exemple, tu vois. Mais Jusqu'à un certain point. jusqu'à un Franchement, certain il y en point. a. Ouais. Je pense à une Mais, boîte. mais tu sais que, genre, vraiment, moi, j'ai développé des SaaS, du coup. C'est un truc qui m'a fait marrer de le faire. J'ai développé des trucs pendant 2 semaines, tu vois, tout seul, en mode dans mon coin, avec mes compétences de grosse. Je sais pas coder, hein, pour ceux qui... Voilà. Enfin, je sais un peu coder, je comprends le code, mais je sais pas coder. Je connais la programmation, mais je sais pas coder. Mm. L'algorithmie, plutôt. Et du coup, j'ai développé un SaaS, tu vois, et franchement, je suis impressionné par le nombre de ressources technologiques gratuites ou payantes que tu peux trouver sur Internet. Je m'explique. Par exemple, les gens, quand ils voient un software, par exemple, que tu vas acheter, ils voient la façade avant, donc le marketing. Mais ils n'imaginent pas ce qu'ils utilisent derrière. Tu vois? Par exemple, moi, genre, j'ai utilisé 5 technologies différentes pour créer mon software. Mm. Donc, je payais un outil 5 centimes par appel, je payais un autre outil 10 centimes par appel, je payais un autre truc 5 euros, whatever. Et après, du coup, ça me faisait bah, combien ça me coûte si un utilisateur utilise mon truc. Ça me coûte, allez, 6,57 €. Mm. Donc, du coup, il faut que je le facture 12 euros. Mm. Et je pense que les gens,
fait, ils disent trop, il faut tout commencer de zéro, faut tout, tu vois, genre, faut tout commencer de zéro, il y a rien qui existe, alors qu'en fait, tu as des bibliothèques qui existent, tu as des outils qui existent, qui te permettent, tu vois, genre, je connais un entrepreneur qui est très connu, qui fait presque, du coup, qui fait même plus d'1 million par an sur un Bubble avec Ouais. du Airtable. Ouais. Donc, ils sont des outils de data, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, genre dans mon site, tu avais des données qui rentraient sur Airtable, c'était traité par un outil, ça renvoyait, ça supprimait, et après, ça renvoyait les données, tu vois, sur un Airtable. Mhm. Donc, tu n'as pas besoin de faire de la base de données ou des trucs très compliqués, finalement. Tu vois, tu as des outils no-code aujourd'hui qui te permettent de créer des softwares assez rapidement. Bon, je te parle pour le truc un peu technique parce Ouais. que c'est là où je connais. Mais alors, sur les produits, euh, sur les produits physiques, par exemple, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux lui demander de te faire un visuel. Par exemple, j'ai un pote qui avait une idée brillante récemment. On était dans une voiture, il me parlait de cette idée. Il me disait, ouais, je trouve qu'à chaque fois que je commande Uber Eats, ma bouffe, elle est froide. Le packaging, c'est du plastique, c'est pas écologique. Un jour, ça m'est arrivé que mon Coca chez McDo, il s'est renversé sur mes frites, Ouais. ça me saoule, etc. Bref, il m'a dit, j'ai envie de créer une box et standardiser tous les packagings qui sont envoyés par Uber Eats. Mm. Donc en fait, il a envie d'aller récupérer les restaurants et leur dire, voilà ce que j'ai créé, est-ce que vous êtes chaud ou pas? Facile en vrai à faire. Enfin, pas facile, mais le market, il est facile à faire. Et le mec, ça faisait genre 2 mois qu'il était en train de chercher son packaging, tu vois. Je lui dis, mais je comprends pas. Avant de voir le packaging, si ça va marcher, etc., demande à l'IA de t'imaginer un packaging comme ça. Aujourd'hui, c'est facile. Avec un prompt, il peut te créer un truc genre Ouais. limite qui ressemble à un vrai packaging. Et tu vois, tu peux améliorer ton prompt. Tu as même des outils de mock-up aujourd'hui dans lesquels tu peux faire semblant que ça existe, tu vois. Tu fais une page internet où tu leur envoies une photo comme ça, tu leur dis, vas-y, je fais mon lancement dans 1 mois. Tu signes un contrat d'exclusivité, tu trouves tes premiers clients et ensuite tu vas chercher tes partenaires. Puis si tu les trouves pas, au pire des cas, tu dis, en fait, le projet il est abandonné pour X ou Y raison, tu vois. Mais en fait, le go-to-market, je pense que c'est une compétence sous-cotée en entrepreneuriat. Les gens, juste, en fait, se conditionnent beaucoup trop la tête à processer les choses dans leur boîte avant ne serait-ce que d'avoir retiré 1 euro. Mhm. C'est un peu comme si tu commençais à travailler, à faire un site internet pour un client potentiel alors que tu n'as toujours pas le client. Tu vois. Ouais. Et après, tu vas le voir, tu lui dis, bah tiens, tu veux l'acheter maintenant? Bah non, j'ai déjà un site. J'ai pas besoin. Donc c'est je sais pas d'où ça vient, mais c'est un état d'esprit, je pense qu'il faut rapidement changer dans le business. Ouais, je te rejoins. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ça ou on enchaîne? Non, non. Ok. Pas du tout Ça répondre à la part- question, mais c'est pas grave. Non, oui. Bah si, Non, mais si, très bien, très bien. c'était les concours de start-up, mais c'est très bien on digresse à chaque fois. Ben genre. oui, ben me gronde pas. Alors, on en fait encore 2? Bah ouais, on verra. C'est à moi? C'est à toi, ouais. Ok, 2. Lancement. Lancement. Là, c'est un peu lié à ce que je vais dire, mais bon, du coup, enfin, ce que j'ai. Mais c'est Alors, intéressant ouais, de savoir non, comment mais- toi tu fais tes lancements, par exemple. Comment est-ce que Non, tu mais les- je vois, non, mais lancement. De toute façon, dans notre univers, hein, c'est-à-dire le produit internet, tu vois, les produits internet, les SaaS, tu vois, les startups, produits digitaux, etc. T'as pas 30 000 façons en fait de faire, t'en as à peu près 2. T'as ce qu'on appelle les lancements et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le funnel de vente ou entonnoir de vente. Entonnoir de vente, en gros, c'est tu crées des produits régulièrement, tu vois, t'en ajoutes, t'en enlèves, etc. Et t'as un système, que ça soit du contenu, que ça soit du SEO, donc de la recherche Google, tu vois, ça soit de l'affiliation, enfin, bref, qui fait qu'il se passe, en fait, tu as continuellement un afflux régulier, en fait, de clients, et ton but, c'est de stabiliser ça, ou voilà, d'augmenter la courbe. Et l'autre manière de faire, c'est les lancements. C'est-à-dire, en gros, ça va plutôt faire une courbe comme ça, lancement, pfiou, lancement, pfiou, tu vois. Et moi, j'ai souvent... Quand je faisais de la prestation, j'étais en funnel, mais pour une acquisition de prestation de service. Maintenant, si tu fais du produit, etc., ce que je fais plutôt du lancement, notamment les bootcamps. C'est-à-dire, tu as une date de début, tu as une date de fin des inscriptions. Enfin, tu vois, tu as un truc limité dans le temps. Tu n'es pas, tu vois, la roue tourne Ribéry, quoi. Je sais pas comment on dit. Tu n'es pas en fait en phase de funnel où il y a tout qui marche bien. Bon, les mecs qui font des funnels te disent il faut faire des funnels. Les mecs qui font des lancements te disent faire des lancements. Mais souvent, les mecs qui font des lancements aiment stabiliser, aimeraient stabiliser. Le premier truc que je peux dire, c'est que les lancements, c'est très stressant. Peut-être j'entends beaucoup dire. Ouais. Parce que,
En fait, c'est ça qui est fou en business. C'est que les gens ont tendance à se dire « Ah, mais ce mec, il est grave chaud, ça va réussir. » Tu vois, ou se disent non, mais eux, ils sont 10, c'est des tueurs, ils savent exactement ce que va se passer. » En fait, tu soulèves le rideau. C'est comme on dit les Américains, you open the kimono. C'est qu'en fait, you open the kimono, tu vois vraiment si le mec, il a du bide. Enfin, bref, il y a tout que tu vois. C'est que quand tu ouvres le truc, tu ouvres le capot, tu vois. Et en fait, tu te rends compte dans ces boîtes ou dans ces entrepreneurs que on peut faire des prévisions, on peut faire des estimations, on peut faire des espérances, tu vois, mais tu ne peux pas lire l'avenir et se dire il y a tant de gars qui vont prendre leur carte bleue et le faire. Enfin, tu vois, c'est des comportements humains, tu peux pas prédire. Ça se trouve, c'est la pleine lune. Enfin, j'en sais rien. Il y a plein de trucs qui clochent. Tu vois, j'ai pas parlé d'astrologie, tu vois, mais tu sais pas en fait. Tu as en fait, on est comme un chien qui regarde la télé et qui est comme ça et qui croit comprendre à peu près ce qui va se passer. On peut toujours se dire, les 5 derniers lancements, j'ai fait tant. Donc tu te dis, bah, le 6e lancement, je vais faire tant, je vais faire plus. Mais en fait, t'en sais rien. Ça se trouve, ça fait 0, ça se trouve, ça fait le double. Moi, j'ai eu des surprises. J'ai eu 2 surprises positives. Après, j'ai eu plus de surprises négatives. Ce que je savais pas, c'est que j'ai découvert la courbe de lancement. La courbe de lancement, j'ai eu des courbes incroyables, mais la courbe de lancement globale, elle est comme ça. C'est genre, tu lances, tu peux avoir des ventes un peu au début, donc tu vois, les first movers, ceux qui sont sûrs. Après, ça stabilise. Tu as peut-être une vente là, et après, tu as mis une deadline. Et les 24 heures avant la deadline, voire les 6 heures avant la deadline, t'as le... Et ça fait des sueurs froides, en fait. Parce qu'il faut que tu comprennes que les gars, tant que tu leur mets pas de deadline, en fait, si tu veux, il y a rarement des gens qui se disent « Fuck yes, j'achète ton truc, c'est ouf, je signe direct, je m'en bats les couilles, tu vois. » Il y a toujours un truc, si ton truc il est bien pricé, où il faut que le gars il se dise « Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon pricing? Est-ce que si j'investis là, ça va pas m'enlever un autre truc ?» Et en fait, même quand tu fais après les questionnaires de fin aux gens, pour leur dire ben voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, tu te rends compte que parfois, ils ont pris ou pas pris sur un détail. Ou alors, parfois, ils se disent « Ouais, j'étais pas sûr de le prendre, parce que là, c'était chaud. Mais bon, finalement, j'ai pris, etc. » Et donc, tu peux avoir des... Donc, en fait, si les gens, tu les mets pas face à une deadline de temps, tu vois, une deadline où, en fait, ils doivent prendre une décision. Parce que si tu leur demandes pas de prendre une décision, ils passent. Parce que, en fait, c'est comme au poker. Au poker, tu dois prendre une décision. Mais si tu prends pas de décision, il y a un mec qui prend le sablier. Et si le sablier tombe, la décision par défaut, c'est de passer. Donc en fait, si les mecs, tu les mets pas dans une situation où tu leur dis tu dois choisir, eh ben, ils peuvent être dans la paralysie de la décision. Et la paralysie de la décision font qu'ils prennent pas de choix. Et quand ils font pas de choix, ils t'achètent pas. Ce qui fait que les gens, ils attendent. Tout le monde est procrastinateur. Hein. Ils attendent souvent au dernier moment, le deadline. Et c'est pour ça qu'il faut être très présent dans les derniers moments pour que voilà, les mecs se disent putain, c'est là, est-ce que je fais, etc. Et très stressant. Parce qu'au début, bah, du coup, tu n'es pas du tout sur tes objectifs. Donc, en fait, au début, quand tu connais pas le lancement, tu peux dire est-ce que mon offre est bonne? Est-ce que c'est le pricing qui est bon? Est-ce que c'est ma campagne de communication? Tu n'as pas de retour parce qu'il n'y a pas de gens qui t'envoient un mail. Ah oui, je vais peut-être le prendre, tu vois. Ou merci du mail, j'ai réfléchi. T'es genre silence radio. Ouais. Tu vois, pourtant, tu vois des gens qui voient le truc, mais ils n'achètent pas. Après, tu vois le taux de clics, tu vois le nombre de gens qui a. Mais. Et tu dis ok. Et après, à un moment, tu peux dire, mais si ça s'arrête là, je fais quoi? J'annule, je rembourse. Et franchement, je suis super, j'ai beaucoup de gratitude parce que chaque fois que j'ai fait un lancement, j'ai fini par atteindre plus ou moins mes objectifs ou je les ai explosés. J'ai un système de gommettes, verte, orange, rouge. Verte, top, tu vois, donc plus de 80% des objectifs, ou alors plus de 100, enfin jusqu'à plus de 100. Gommette orange, quand en gros tu as fait un lancement, c'est passé, tu peux pas dire que ce soit une réussite, mais c'est pas non plus quelque chose où tu dis putain là j'ai foiré complet. Et après la gommette rouge, c'est quand tu te dis là ça s'est pas du tout bien passé, tu vois. Et
J'ai fait, sur les gommettes, j'ai pas de gommettes rouges. Qu'est-ce qui ferait, du coup, pour toi, les 5 choses qui fait un lancement réussi à la Thibault Louis? Je pense que si t'as un nombre de places limité, ce qui est souvent le cas, si t'as assez bon pour que les gens se disent je peux pas me laisser le temps de la décision et je dois prendre le truc maintenant, et que t'as des places très early, c'est un peu comme le truc de sneakers, là, je crois qu'ils appellent ça des drops, où en fait t'as un temps limité. C'est comme ou quand ils vendent les places au concert de Beyoncé, tu vois. T'as des drops, après t'as un autre drop, etc. Ceux qui sont très bons, c'est Solidays. Par exemple, Ah ouais? ils font des ventes 3 jours à 49 euros, je crois 50 euros, ou Ouais. 200 euros. Tout le monde est sur le site internet. Et du coup, en fait, en live, il faut que tu recharges ta page. Bah, tu sais, dans les prix de concert, là, il faut que tu recharges la page pour voir les prix. Ouais. Les mecs qui n'ont pas eu le temps d'acheter, qui avaient ça dans Mais- le panier. ouais, et non, après, c'est ton ça. panier, il est si Bah, ce système de early bird, en fait c'est pour ça que le système early bird, late stage a été fait. C'est qu'en gros, cette incertitude, plus tu la gardes, parce que si c'est vraiment un fiasco, tu peux, à la limite, reprogrammer à un moment, tu vois. Par exemple, je sais pas, un mariage. Je sais pas, si tu lances les invitations et le premier jour, tu as 60% des gens qui te répondent et te disent « J'aurais aimé venir, mais je ne peux pas à cette date-là ». Et bah, si tout le monde te dit ça dès le premier jour, tu peux dire, bah, limite, ce serait moins cher de changer la date du mariage, peut-être. Tu vois. C'est pour ça, en fait, que les early acheteurs sont rétribués et en fait, qu'ils mettent un système. Parce que limite, voilà, s'ils mettaient pas de système, bah, les gens n'achèteraient pas au début, tu vois. Ouais. Donc, premier truc, les early adopters. C'est bien d'avoir des early adopters. Le deuxième truc, évidemment, c'est le chiffre d'affaires global que tu fais sur le projet. Le troisième, bien évidemment, et ça c'est négligé, le taux de satisfaction des clients. Parce que si les gens ont acheté et que... En fait, il faut du repeated buying, tu vois. Et des clients heureux, c'est des clients qui peuvent racheter. Après 5, je sais pas. Après, non, mais déjà, c'est bien. Combien de temps avant tu prépares un lancement? Alors, pour les bootcamps, donc pour ceux qui écoutent, un bootcamp, ça vient des bootcamps de code, où en gros, c'était... en fait, tu prends une équipe de 20 ou 40, tu mets tout le monde dans les mêmes pièces, tu les apprends à coder. Pourquoi? L'idée, c'est qu'en fait, tu lâches pas le truc parce que tu as envie... Déjà, un, tu te fais des copains, et deux, tu n'as pas envie de flake out, tu n'as pas envie de montrer que tu es une poule mouillée aux autres, tu vois. Donc, ce système de bootcamp, moi, je les mets par buddies, où en fait, je leur dis, vous devez surveiller l'autre buddy pour pas que, tu vois, il se... Enfin, genre, si l'autre flake out, en fait, tu es responsable par rapport à ton buddy. Et souvent, la honte de se dire, putain, je peux pas le lâcher, elle est plus forte que tu vois, se dire l'envie de lâcher. C'était quoi la question, redis-moi? C'est combien de temps avant? Ok, ouais. Quand c'est un bootcamp, c'est quand même un achat à plus de 1 000 euros. Donc, je fais plutôt 3 semaines, 1 mois. Et quand c'est des... 3 semaines, 1 mois de communication. Ouais, avant la deadline, quoi. Bombarder, quoi. Faut pas... Bah, ça dépend, il y en a où j'ai pas trop bombardé. Mais, plus tu bombardes, plus tu as de résultats quand même, non? Oui, ça Ouais. c'est... Oui, logiquement. Mais t'as pas envie, j'ai pas envie de trop saouler les gens non plus. Tu vois. Et j'ai pas non plus envie de... Enfin, parfois, il vaut mieux avoir une cohorte de 12 avec des gens surmotivés qu'une cohorte de 14 avec 2 gars que tu as chopé un peu chelou. Mais ce que tu fais pas mal, c'est que tu mets une deadline d'augmentation de prix, toi. Au bout de combien de temps tu la mets? Tu mets une semaine. Je me rappelle, par exemple, ton lancement, c'était smart parce que tu avais fait 50, 80, 120. Toutes les semaines, ça augmentait. Il y a quand même des gens qui ont pris la 120. Ouais. 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 Ok. Euh, Qui payent leur flemme, quoi. Mais c'est trop drôle quand tu as des développeurs. Les développeurs, c'est des pinces, hein, souvent. Ouais. Et tu vois, des développeurs, bon, ils font, tu vois, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, un jour, je reçois un message d'un dev, je sais pas, un Python. Non, c'était un data scientist, tu vois, qui bossait dans une boîte. Tu sais que le mec, il faut au moins 150K, tu vois. Et le gars, à un moment, la place, elle passe de 49 à 59. Et en fait, il arrive et puis il voulait acheter la place à 49. Et en fait, il a un problème de Wi-Fi ou je sais pas quoi. Et il m'écrit à minuit 3, tu vois. Ah ouais? Et il me dit C'est Thibaut, putain, je suis désolé. J'ai eu un problème de Wi-Fi. Je voulais absolument prendre la place à 49 balles. Elle est passée à 59 balles. Est-ce que tu pourrais me faire la place à 49 balles? Et dans ma tête, j'ai dit, frère, waouh! Ouais. Mais t'es vraiment à ce niveau-là. Et les gens, c'est vraiment des pinces. Hein. Et là, je parle pas, franchement, tu vois,
quand t'as pas de thunes, évidemment que 10 euros, c'est primordial, tu vois. Genre 10 euros, il y a des gens, ils te font des miracles à 10 euros. Limite, ils arrivent à faire manger toute leur famille pendant 2 jours, tu vois. Donc ça, je dénigre pas du tout. 10 euros, quand t'as pas de thunes, c'est super important. 10 euros, quand tu fais 150K, te fous pas de ma gueule, tu vois. Ouais. Bref, pour dire que ces petits incentives, il y a quand des gens même qui ont du cash sont des pinces pour 10 euros, parfois ça peut les faire bouger, tu vois. Donc ça, c'est pour les conférences. Ouais, j'ai fait Blitzkrieg. Mais la meilleure conférence que j'ai faite, celle où j'ai vendu 500 places, la fameuse, là, j'ai mis 1 semaine entre la communication et la place. J'ai lancé la communication dimanche soir et, la conférence avait lieu le lundi D'accord. midi d'après. Et pendant cette semaine-là, tu as fait 2 jours de restriction d'augmentation de prix. Tous les 2 jours, tu augmentais les prix, c'est ça? Ouais, je sais plus. Tu sais plus? Ah, j'ai monté les prix 2 fois, donc j'ai eu 3 prix. Ok. Donc en fait, pendant une semaine. Donc c'est mieux de faire en cours, quoi. Enfin, Je sais, non, cette conférence, déjà, c'est la première. Après, c'était une conférence. oui, c'est vrai que c'était la première. Tu vois, j'ai fait un post LinkedIn où j'ai eu beaucoup de chance. Oui, et puis c'est surtout bien ton expertise. donc C'est les sur les gens, posts LinkedIn viraux. ouais. Donc, tout le monde s'est dit, tu sais, c'est la première fois que je parlais de ça Ouais. quasiment. Où, tu vois, j'avais fait pas mal de posts viraux. Et les gens Mhm. disaient, putain, c'est quoi ce secret et tout. Et là, je vais dire, ouais, je vais dévoiler 3 Ouais. templates, tu sais, des trucs super actionnables. Tout le monde s'est dit, quoi, qu'est-ce que c'est, tu vois. Ouais. Globalement, j'ai eu des bons retours. Après, il y avait plus de 500 personnes, tu vois, à la conférence. Donc, forcément. Je pense que là où tu as bien joué aussi dans la communication, et moi, du coup, en étant quand même bon vendeur en ligne, là où tu as bien. Moi, je dis souvent, les gens, tu sais, il y a la phrase show and tell. Mm. Moi, je pense que sur les lancements ou sur les trucs de vente en ligne, c'est show and sell. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as beaucoup. Bah voilà, le GOAT Jordan, il a fait 1 million de vues grâce à moi. Machin, il a fait 1 million de. Tu vois? En fait, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas faire savoir qui sont bons. Tu vois? Et ça, c'est problématique quand tu fais des lancements. Et je pense que beaucoup de personnes n'arrivent pas à savoir qu'ils sont bons ou savoir qu'ils ont des bonnes données. Tu vois? Alors là, on va arriver sur un point sur lequel je suis pas. Justement, parce que là, tu te dis que c'est un point fort. Et justement, moi, je trouve que je suis pas assez bon là-dessus. C'est que, tu vois, quand tu. Dans tes lancements, tu l'as bien fait. De manière générale, Ouais. je trouve que tu le fais pas assez. Mais dans tes lancements, tu les fais bien. Ouais. Mais tu vois, nous, on est dans le monde du Make Money Online. Alors, on est en monde du Make Money Online, on est francophone, tu vois. Donc, on s'adresse à des pays francophones qui ont des soucis avec la thune. On vient dans une période, tu vois, où il y a 15 ans, tu vois, il y avait beaucoup de scams. Il y a encore beaucoup de scams, tu vois, des scams dans la crypto. Tu sais, les gens, je sais plus comment il s'appelle, Jean-Baptiste, là, le truc, salut jeune entrepreneur. Tu sais, plein de gars qui se JP filmaient Frogger, en ouais. villa, dropshipping. Tout ça, ça a fait beaucoup de mal au monde du Make Money Online parce que les gens se sont dit, les gens qui parlent d'argent, ils ont forcément mal intentionnés, ils ont forcément des trucs à te vendre. Et moi, je me cache pas, en fait, tu vois, que j'ai des trucs à vendre. Mais en fait, je comprends pas les gens qui se disent, lui, il a des trucs à vendre, il a des trucs à vous vendre. Tu sais, souvent, ils vont dire des PDF ou des trucs comme ça, mais en fait, c'est la caricature, encore. Parce que les gens, c'est des non-believers. C'est-à-dire que c'est le scepticisme, c'est le doute, c'est le soupçon par défaut. Ce que je comprends, tu vois. Et évidemment que je vends des trucs, tu vois, je vends des produits derrière, etc. C'est pas parce que je vends des produits derrière que je suis forcément mal intentionné ou que mon but quand je fais de la création de contenu, c'est pas aussi pour aider les gens, tu vois. Mais ça, les gens Moi, qui... j'ai été beaucoup critiqué sur ça, hein, sur le fait que je vendais mes trucs. Mais bien sûr, mais on fait quoi? mais Si du on coup, était milliardaire, on vendrait rien, tu Bah, vois. mais en fait, moi, c'est ce que je me disais à chaque fois. Genre, tu sais, je faisais du 2000 balles par jour et tout. Et je me faisais critiquer sur ouais, mais lui, il fait toujours de la communication. Bah, ouais, bah, tu crois que j'écris pourquoi en fait? Bah Tu oui. crois que je fais de l'audience pourquoi? Pour pas vendre en fait? Et les gens en fait, enfin, et c'est ça qui est dangereux, justement, je trouve. C'est de copier les modèles tu vois, genre typiquement. Bah, toi, tu vends sur lancement, par exemple. Moi, je vendais à l'époque très souvent sur chaque jour, je vendais quoi. Bah Tu t'as un vois. funnel, toi. Ouais, c'est ça. Mais si je m'étais inspiré de ton modèle, si j'avais copié ton modèle, j'aurais fait aucune vente. Et je sais maintenant, en ayant fait un peu le bourrin sur les ventes sur LinkedIn, je sais qui vend et qui vend pas. Tu vois, j'arrive à estimer leur chiffre d'affaires assez facilement maintenant parce que je sais le taux de conversion qu'il y a sur LinkedIn par rapport au contenu que tu fais. Tu Et vois. toi, avant de me connaître, tu pensais que je vendais ou pas? Moi, je savais que tu vendais tes bootcamps, je savais que tu vendais tes conférences. Quand tu faisais il y a des posts, par exemple, je sais qui ont dû te faire exploser tes ventes. Tu vois, je le sais. Toi, tu vois les vues. Moi, clairement, je voyais les ventes. Tu vois, à ce moment-là. Et je pense que c'est un de tes posts d'ailleurs qui m'a fait acheter. Et,
Et du coup, la majorité du temps, les posts qui fonctionnent le mieux, qui déclenchent le plus de ventes, sont ces posts-là où tu dis show and sell, Ouais, où en fait, oui, tu montres, mais à la fin, tu dis, bah, si tu veux faire pareil, voilà mon lien de paiement, tu vois. Et en fait, c'est un peu comme de la ads, tu vois, genre, je sais pas, c'est clair. c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand on est en train de déjeuner. Moi l'audience que j'ai sur LinkedIn comme des ampoules que je dois allumer. Tu vois, donc il y a des gens qui vont, il y a des ampoules qui vont s'allumer par cet argument, d'autres qui vont s'allumer par cet argument, cet argument. Tu as des milliards d'arguments différents qui vont allumer ces ampoules. Donc du coup, ce qui va déclencher des ventes et ce qui va faire allumer, sortir la carte bleue à quelqu'un, ça peut être des trucs, par exemple, techniques. Tu vois, je dis, bah, j'ai développé une extension Chrome en 1 heure. Si vous voulez faire pareil, allez-y par là, tu vois. J'ai développé un SaaS en 2 semaines, alors que mes concurrents, ils sont en galère, ils sont encore en train de chercher la manière de le faire. J'ai reverse engineering, une technologie qui coûte 500 euros par mois. Euh, tu vois, genre, ouais, j'ai fait, bah, comme toi, j'ai permis à cette personne de faire X millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, tu montres et tu vends. Et je pense que si les gens faisaient juste ça tous les jours, moi, je serais hyper heureux d'acheter des produits sur Internet. Juste de dire, ok, bah en fait, tu me vends ça, et putain, j'en ai grave besoin, et merci, tu vois, je suis content que tu me montres ça. Et je pense qu'on est vraiment dans cette ère de l'expertise. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à vendre, ils font plein de choses extraordinaires, mais ils n'arrivent pas fondamentalement ils font des vues, mais ils font pas de cash, parce qu'ils n'arrivent pas à montrer la cap. Tu vois, genre, ok, je vois un post, tu vois, tu fais 1 million de vues, moi, tu m'aurais closé sur vraiment des masterclass très souvent en disant voilà, hier j'ai fait un post à 1 million de vues, voilà le template. Tu donnes un template que tu as, tu en as 22 Ouais, que tu vas vendre dans ton podcast. D'ailleurs, j'ai lancé une formation, bam, achetez-la. bah Mais ouais. je l'aurais acheté mais depuis très longtemps. Et je pense que je l'aurais acheté 500 balles, tu vois. Mm. Mais juste que tu l'as pas fait. Et donc, je pense que ne pas l'avoir fait, ça t'a fait perdre de l'argent. Bon, là, maintenant, tu vas le faire. Mais moi, j'ai aucun. Et ça, c'est très psychologique, c'est très barrière mentale, tu vois. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi parce que tu es pushy en vente. Moi, j'ai Mm. été beaucoup critiqué sur ça. Au final, quand j'ai parlé des résultats que j'ai eus, j'ai vu que tout le monde qui commençait à mettre des liens sur les posts LinkedIn avec des liens de paiement, tu vois, ou des Calendly. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vendre. Moi, je pars du principe que ce que j'apporte, c'est de la valeur et que ce que tu vas trouver dans les trucs, je te mens pas, tu vois. Quand j'avais dit que j'avais fait un webinar à 40K dans le week-end, bah, j'ai expliqué dans ma formation toutes les étapes de mon webinar, comment je l'ai construit, comment j'ai écrit mon post, comment j'ai automatisé les ajouts sur LinkedIn, comment est-ce que j'ai fait mes funnels, j'ai tout expliqué. Donc rien qu'avec ces stratégies-là, d'ailleurs je crois que Laurine, elle l'avait utilisé, elle avait pu faire au moins 20K, tu vois, Ouais. sur ces stratégies. Donc en fait, juste tu fais des trucs, et toi dans ton cas, tu fais tellement de trucs, dans ton truc de lancement, en fait tu pourrais limite faire une formation comment lancer un produit digital, tu vois, par Thibault Louis, en reprenant parce que de la masterclass que tu viens de faire là, quoi. Donc en fait, tu vois, moi je suis assez fan du je build des trucs, et ça marche, et si ça marche, je te le vends, tu vois. Et en fait, tu peux passer clairement ta journée à construire des trucs et à tester des trucs qui peuvent fonctionner, quoi. Enfin, faut pas déconner, franchement, tu as des milliards de trucs à inventer, tu as des milliards de trucs à copier aussi, hein. Pourquoi pas? Tu vas du côté des Américains, de toute façon, la majorité des gens, ils ont tout copié chez les Américains. Des offres, des concepts, des communautés, des trucs, des whatever, quoi. Donc ouais, je pense que c'est... Mais en fait, tu vois, en ligne, je pense que le meilleur. Tu vois, là, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Le meilleur argument de vente, c'est pas un avis, c'est une preuve. Et tu vois, c'est une chose d'avoir quelqu'un qui dit ouais, la formation de Justin est super, blabla. Ok, ça tu peux collecter, etc. C'est très bien. C'est ce qui va faire, par exemple, tu vas avoir des bonnes notes sur Google que les gens vont regarder, ils vont regarder, etc. Tu vois, et se dire bon, ok, c'est top. Mais en fait, je pense que le plus fort, c'est pas ça. Le plus fort, c'est quand il y a un mec de lui-même, il t'envoie un message sur WhatsApp ou n'importe où, et il dit merci Thibaut, j'ai utilisé tel chapitre de ta formation ou ton bootcamp. Tu vois, le mois dernier, je suis passé de 2 à 4K grâce à ça, j'ai signé tel client, blabla, un tel. Et tu screenshots ça, tu demandes au gars, tu lui envoies le screenshot, tu lui dis mec, est-ce que je peux utiliser ça avec ton nom? Si le gars dit oui, tu colles sur le site. Hmm. Mais plus le screenshot est dégueu. Mais en plus, moi, je laisse les fautes d'orthographe, laisse les trucs, le message originel, tu vois. Parce que limite, si tu lui demandes de faire un truc, il va le faire moins bien que le truc originel. Et l'autre truc, alors ça, tu vois, ça c'est. Le deuxième truc le plus fort, c'est l'UGC. C'est quand
Alors ça, je peux pas le faire je peux pas le faire en B2B, mais c'est pour les produits. L'UGC, User Generated Content, c'est quand quelqu'un prend ton produit et fait du contenu avec ton produit. Exemple, tu es la marque AllSense, tu vois, et tu viens à ce podcast. Imagine, tu es une superstar, tu as des dizaines de millions d'abonnés. Imagine ton pull, c'est un AllSense. Qu'est-ce que fait AllSense? Ils vont faire une story Insta. Ils vont faire le screenshot et ils vont faire Kevin Dufresne is wearing AllSense in his podcast. Tu vois, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Et c'est trop bien quand tu dis, putain, il y a des stars qui utilisent ça, etc. C'est le meilleur. Et le truc, c'est quand les gens font du contenu public, et ça, je l'ai eu beaucoup dans mon dernier bootcamp, où en fait, ils font un retour public sur un de tes produits. Moi, ils le font beaucoup sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur YouTube. Style, ouais, j'ai fait un retour, tu vois, sur... Parce que, faut se dire un truc. Les marques, elles continuent à le faire, un truc que je trouve complètement stupide. Mais si elles le font, c'est pour une raison. C'est quand elles embauchent un acteur, tu vois, lambda comme nous, pour faire une fausse review du produit. J'ai utilisé Colgate et mes dents sont devenues tellement plus blanches en 3 semaines. Comme ça, tu vois. Et tout le monde sait que la meuf, elle n'a pas utilisé Colgate, tu vois. Ouais. Que la personne... Mais ça veut dire que les marques, elles vont foutre du cash à mort sur des fausses personnes en essayant de faire croire que c'est des vraies personnes. Et bah t'imagines que nous, on a des vraies personnes qui sont capables de dire j'ai fait tel résultat et je suis OK pour dire ça. Et je trouve que, tu parlais par exemple, je sais pas, on prend un exemple, Yomi Denzel, tu vois. Denzel, tu vois, il a une réputation, enfin, mi-figue, mi-raisin, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui kiffent pas. Moi, j'ai jamais vu, tu vois, sur le site ou autre, qu'il avait mis en avant des gars qui avaient réussi. Il l'a mis très récemment. Mais pourtant, plein de gens m'ont dit que tu vois, il y avait des trucs de Yomi Denzel qui étaient quali, tu vois. Et en fait, c'est vrai que tu m'as dit, tu parlais de Jordan Chenevier tout à l'heure. Mais putain, mais quand t'as des mecs comme ça qui te taguent et qui te disent, tu vois, Jordan, il a fait un post, récemment, il a dépassé 50 000 abonnés sur LinkedIn et il a dit tous les éléments qu'il avait aidé. Il m'a tagué, il a dit, j'ai fait le bootcamp de Thibault Louis. Putain, mais le truc, je l'ai encadré, je vais le mettre sur le site. Ouais. Et en fait, les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Ouais, mais vous faites des pyramides de Ponzi, vous aidez les gens à faire des vues sur LinkedIn parce en faisant des vues sur LinkedIn, enfin bref, ok. D'accord, ok. Alors, facile, la critique est facile. Le mec vient sur ton site, tu dis, ok, pas de souci. Tu lui balances 50 personnes, des vraies personnes, qui ont des résultats concrets. Et moi, le plus important, c'est financier. Le mieux, c'est quand la personne, elle donne des résultats financiers où elle a montré qu'en quelques mois, elle avait gagné plus d'argent grâce à ce que tu avais fait que ce qu'elle avait dépensé. Ouais. Et qu'il n'y ait aucun doute, c'est-à-dire que entre l'investissement initial et les résultats, ça soit net positif. Mais de toute façon, moi, j'ai envie de te dire, ça se voit, entre guillemets, les mauvaises formations. C'est assez flagrant. Déjà, il n'y a pas de review. Ça sent que les reviews, c'est un peu fake. T'as pas de gens, même, entre guillemets, qui sont devenus connus, tu vois. Genre, tu vois, toi, t'as dit, moi aussi, Jordan, il a pris ma formation. Genre, il n'y a pas de gens qui te font confiance, tu vois, de gens qui sont successful, qui te font confiance, tu vois. Il n'y a pas eu de résultats tangibles sur ces trucs-là. Et c'est vrai que ça, c'est l'une des choses les plus vendeuses, les reviews. D'ailleurs, quand tu parlais de Justin Welch, tu arrives sur son site internet, tu as une phrase, acheter, et tout le reste, c'est que des reviews. Ouais. Il a genre, je sais pas combien, 15 000 reviews, 5 sur 5. Mais tu sais que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent... Moi, je crois pas que les gens, ils achètent que en ayant vu ma page de vente ou que sur ma réputation. Il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils avaient envoyé plusieurs messages. Ah bah oui, moi aussi, mes élèves, ils se font harceler. Hein. Ouais. Mais je pense que je vais créer une sorte d'annuaire et je vais dire, je vais prendre des gens, tu vois, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, et je vais dire, voilà, ceux qui sont OK, et je vais dire, bah, si vous hésitez, contactez eux, tu vois. Ouais. Contacter un élève, ils le font déjà très souvent. Ouais. Bah moi, il y en a plein qui le font, tu vois. Parce que de toute façon, j'ai plein de reviews. Et donc, il y a des mecs qui m'ont dit, ouais, on m'a contacté 20 fois, 30 fois, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas. Les Américains sont très forts pour les pages de vente comme ça. Moi, je me suis beaucoup inspiré d'eux. Même de regarder des avis de gens connus, tu vois, en avant. De mettre les interviews dans lesquelles tu es passé aussi. Tu es très vendeur, ça donne une crédibilité. En fait, c'est un peu de statut. Les reviews, faut avoir quand même des cojones pour avoir un review public, comme moi j'ai
Google Reviews. Ça, c'est chaud, hein. Ça, c'est chaud parce qu'il y a des trucs qui sont pas justes. Et tu vois, il y a un mec que je t'ai dit, il m'a donné une mauvaise note alors que je lui ai remboursé. Il a regardé 2 vidéos et je lui ai remboursé Ouais. tout de suite après et il a laissé sa review, quoi. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, bah, je t'ai remboursé, pourquoi t'as mis cette review et tout. Il fait, ça suffit, Kevin, arrête de me harceler. Je suis ok. Ouais. Trop méchant, tu vois. Genre, en fait, t'es pas content, d'accord. Enfin, t'as regardé 2 vidéos, donc en fait, t'es même pas légitime à noter ma formation, tu vois. Moi, au contraire, les gens qui regardent une vidéo ou 2 vidéos et qui me disent, bah vas-y, j'aime pas, rembourse-moi, bah vas-y, je te rembourse. Si tu penses qu'en 2 heures, ma formation va t'aider, Ouais. c'est que t'as rien compris, quoi. Et donc, du coup, je lui dis, bah écoute, avec grand plaisir, je te rembourse, je l'ai remboursé et il a quand même laissé le truc. Donc, il y a des trucs. Il y a une deuxième note que j'ai eue aussi, une nana qui existe même pas dans ma formation, et une troisième note que j'ai eue négative d'un mec qui m'a harcelé. Je sais pas, je t'avais raconté l'histoire. Ouais. Il m'appelait tous les jours. À un moment, je lui ai dit, écoute, il faut que tu arrêtes. Donc, il s'est vexé. Il m'a mis une mauvaise note. Donc, j'ai quoi? J'ai 4 notes, je crois, mauvaises sur ma formation, alors que j'étais en 5 sur 5. Genre, tout le monde était tranquille. Mais pas faire, quoi. Pas juste. Pas justifié. Ouais. Ou genre. Voilà, c'est des gens, en fait, que j'aurais aimé ne pas avoir dans ma formation et ne pas attirer. Classique. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait une dernière? Bah ouais, vas-y. Bah pas forcément une dernière d'ailleurs, mais c'est à toi de dire ouais, c'est à toi de dire un chiffre entre 1 et 10. C'est à moi. Ok, donc vas-y, donne un chiffre entre 1 et 10, le boss. Alors, je vais dire 6. Ah non. Non, 6, c'est pas bien. Je vais dire. Si, c'est bien. Ouais, Ouais. vas-y. 7 heures entre l'idée et la commercialisation. 7 heures? Ouais, 7 heures entre l'idée et la commercialisation. Waouh. Donc, tu me demandes les process globalement? Parce que moi, ça m'inspire ça. En tout cas, Bah quels vas-y. sont les. Genre 7 heures entre l'idée et la. Bah, moi, je pense qu'il me faut moins de 7 heures en fait pour de passer de l'idée à la commercialisation. Je pense qu'il me faut 30 minutes. Et je pense que beaucoup de gens devraient faire ça. 30 minutes. Bah, en vrai, t'as Ouais, l'idée. attends, avec la ce que gestion je- client et tout. Ah non, mais de l'idée. Tu as une idée de boîte. Moi, Oui. comment je vois le truc? Tu as Ouais. une idée, tu vois un problème. L'idée, elle te fait kiffer, bien sûr. Ouais. Tu vois. À la réalisation, à la mise à commercialisation, tu commences à commercialiser le truc. Ouais. Euh, Moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, une story Insta, c'est déjà de l'idée à la réalisation, tu vois. Non, mais Déjà- la commercialisation, ça veut dire que les gens peuvent acheter. Ouais, mais aujourd'hui, tu fais un compte Stripe, page de paiement Stripe, ça te prend 10 minutes, même pas, à faire. Ok. Ouais. Même pas. Ouais. Genre, donc ouais, en 1 ou 2 heures, mais même pas en fait. Genre, déjà, tu fais un problème agitation solution sur tes groupes Facebook ou sur Hein. ton compte Insta. Ok. Tu fais juste une page de vente. T'as même pas besoin de te faire une page de vente en fait. T'as juste faire un lien de paiement. Enfin, c'est ridicule. Même avec Typeform, tu peux récupérer des paiements. Il y a une boîte d'ailleurs à Lisbonne qui s'appelle Lisbob Ouais. qui fait les RNH. C'est vrai que je crois que tu passes pour elle pour avoir le statut, résident portugais. Et eux, ils ont un Typeform tout con, tu vois, et tu payes avec Stripe à la fin. Donc, je pense qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué parce que tu n'avais pas ces trucs-là. Alors, si tu sais pas faire une page de paiement, tu vas sur Stripe, tu crées un compte, tu vas faire créer une page de paiement, tu cliques sur le truc, ça te crée une page toute smooth, responsive, etc., dans lequel aussi tes identifiants sont déjà enregistrés. Donc, tous ceux qui ont déjà payé avec un compte Stripe, c'est-à-dire 99% des gens du monde, ont juste à rentrer leurs emails, ont leurs cartes bleues qui sont déjà sauvegardées, donc tu n'as même pas rajouté tes cartes bleues. Tu fais valider et tu payes, tu vois. Et ouais, et je pense que enfin, tu peux commencer à le faire à partir du moment où tu as des gens qui ont répondu à ton truc. Après, si les gens ne répondent pas à ton truc, c'est qu'il faut abandonner. Moi, je pense que la vraie question, c'est pas l'idée à la commercialisation, c'est à partir de quand est-ce que tu arrêtes de le commercialiser parce que ça marche pas. Ou qu'est-ce que tu dois changer pour que ça marche, tu vois. Je pense que moi, sur ma première formation, quand j'avais commencé à faire des groupes Facebook, etc., je vendais t'as toujours un peu la difficulté du pricing, parce que tu penses que c'est le prix qui va être bas, qui va faire les ventes. C'est plus le côté aussi business, c'est-à-dire comment est-ce que je vais le pricer. Donc, tu peux passer peut-être 2 heures à te dire, OK, combien ça coûte et faire un petit benchmark par rapport à la concurrence, tu vois. Ouais. Mais, mais moi, par exemple, ma formation, quand j'ai commencé à la commercialiser, j'avais commencé à genre... Bon, c'est pas la même qu'aujourd'hui, hein, il y avait beaucoup moins d'heures de formation et tout. J'avais 2 heures de formation, je crois, et je la vendais entre 100 euros et 500 euros, tu vois. Je testais des pricing, quoi. En fait, j'avais le mec au téléphone ou la nana au téléphone, et je lui pitchais le truc, et à la fin, je disais, bon, voilà, c'est 100 euros.
Tu sais, je mettais un gros blanc. Les blancs sont très importants Ouais. quand tu dis le prix. Parce que du coup, si tu parles juste après avoir donné le prix, tu vas te justifier et la personne va se sentir ok, bon, bah, c'est chelou quoi. Oui, mais tu sais, il y a ça, il y aura ci. Non, non. Tu dis 100 euros. Tu respires comme ça, tu retires ta respiration, tu vois, jusqu'à ce que la personne parle. Mais tu sais pas 100 euros enfoiré d'ailleurs 100 euros enfoiré. J'ai rien dit. C'est pas moi. Ouais, les Comment ça premières- Qu'est-ce que vous dit J'ai dit 100 euros. Et je dis, Mais oh, après 100 euros, j'ai dit. Toi, tu t'es senti comment la première fois que t'as dit tes prix? T'as déjà eu un mec au téléphone à qui t'as dit tes prix, non? Ouais. Ouais, quand t'as dit 500 euros le post LinkedIn, par exemple. T'as fait comme ça ou t'étais à l'aise? Euh, Non, parce que moi, c'est mon père qui m'a entraîné un peu, mais pas pour 500 euros. Mais ouais, j'ai dit ouais, 100 euros. Mais souvent, c'était à l'écrit. Moi, j'annonçais pas. En fait, Ah oui, d'accord. non, non, Ouais. voilà. Ah oui, gros truc. Les sales, les commerciaux vont souvent te dire que, tu vois, la tradition, c'est de toujours avoir le mec au téléphone pour éviter ses objections, etc. Mec, c'est bon, on n'a pas d'équipe sales. Le gars, s'il veut acheter, il achète, il me casse pas les couilles. Donc, moi, ma règle, c'était que le pricing soit indiqué à l'écrit avant de prendre n'importe qui au téléphone. Très important ça. Euh, je pense que quand tu arrives à ce stade-là, alors là on s'éloigne du setup pour le lancement. Après, c'est quand même des sujets, parce que setup pour la commercialisation, n'empêche que la commercialisation, ça implique Mm. le fait de vendre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de biais, biais psychologiques à ce niveau-là. Moi, le truc que j'ai mal fait et je m'en veux un petit peu, c'est de pas avoir, tu vois, si tu prends des rendez-vous par exemple, tu dois closer la personne. Bon, c'est bien d'avoir tout le monde au début, parce que bon, ça t'entraîne, tu vois, ça te chauffe un peu. En revanche, à partir de 10 calls, je pense que c'est bien de mettre ne serait-ce qu'une petite case sur ton Calendly ou sur Mm. ton agenda. Je comprends que la prestation coûte 1000 euros et j'ai le budget nécessaire pour l'avoir, tu Ouais, vois, pour le payer, tu vois. Juste que la personne coche ce truc-là ouais. et se dise, bon, je suis pas sûr, ça engage rien, mais juste psychologiquement, tu coches sur le Mm, truc et mm. tu te dis qu'au moins, enfin, c'est pas une discussion de touriste, quoi. Tu vois, on est là pour faire du cash. Ouais. Et ça, je pense que ça sauverait beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup de temps à passer des calls et essayer de négocier, faire des devis. Mais toi, à un moment, t'avais ton Calendly gratuit sur ton LinkedIn Ouais, comme ouais, un ouais, petit coquin, tu vois. ouais. Ouais, j'avais mon calendrier gratuit. Mais Ouais. je filtrais, tu vois. J'avais une question qui disait, voilà, je comprends avoir le 1500 euros et que ça. Mais T'es bien de prendre des fessées, toi, en fait. moi, c'était horrible, hein. T'avais Calendly gratuit, et il y avait des gens, ils t'appelaient juste pour Ouais, mais taper la causette. après, ma formation, elle était à 1500 euros. Ouais. Donc, Et tu t'as peux même te pas permettre délégué, de. coquin. Non, j'avais pas délégué. Mais je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être un bon vendeur. Ouais. D'avoir pratiqué pendant un an. C'est la souffrance nécessaire, justement, c'est ce que je Ouais, disais. ouais. Franchement, mec, j'avais 10 calls par jour. Donc là, pour le coup, l'outbound et l'inbound, on ne peut pas dire que je suis mauvais parce que vraiment, j'avais plus de clients par jour qu'une PME par semaine, quoi. Et genre, j'arrivais, mais je passais 10 heures, bah, tu vois, 10 Bah fois. ouais. Ouais, je passais 10 heures par jour au Bah, téléphone. écoute, 2021, j'ai fait 500 appels. 2023, j'ai fait 0 appel Ouais. de vente. Mais je me rappelle à un moment, bah, après, ça dépend des business. Moi, j'ai rien contre les gens qui font des appels de vente parce que si tu factures un truc 4000 balles, tu vois, des gros projets et tout, Bien forcément, il sûr. faut Bah des oui, calls oui, et oui, non, tout. mais bien sûr. Donc ça, c'est un truc que tu peux déléguer à un sales et je pense on est juste flemmard pour le faire. Mais je pense que c'est très, très, très dur le boulot de sales. C'est très, très, très compliqué. D'autant plus que tu fais le call, mais tu as aussi toute la partie CRM après, suivi client, closing, process. Enfin, tu vois, quand tu vois des sales, moi j'entends des sales qui me disent, ouais, je suis sales 360. C'est-à-dire, en fait, tu t'occupes de tout. Ouais. C'est-à-dire de la partie acquisition, vente, closing. Alors, t'as même pas. T'as acquisition, setting, pour voir si la personne est potentiellement intéressante, closing. Ensuite, tu as la customer, parce qu'il y a Ouais. des sales qui font le support aussi derrière. Ah ouais? Mais Ouais. tu pètes tes câbles, genre. Ouais. Et les boîtes, elles sont là. Il passe le balai hein, après, même chez le Ouais, client. passe le. Ouais, et elle nettoie les chiottes aussi à la fin de la journée. Genre. Non, mais moi, j'ai des sales qui faisaient ça, qui terminaient du coup à 20h et qui étaient payés une bouchée de pain, tu vois, parce qu'il y avait une bonne ambiance dans la boîte. Ouais. Et pas de variable parce que nous sommes tous logés à la même Ouais, mais enseigne. tu comprends, c'est difficile en ce moment. Ouais. On est des petites boîtes et Ouais. tout. Enfin bref, bullshit classique de start-up. Mais le boulot de sales, c'est très, 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 très compliqué. Il y a des gens qui adorent.
moi, à la fin des rendez-vous, j'étais exténué, tu vois, genre limite du mal à respirer, etc. Et en fait, tu as beaucoup de touristes aussi, tu vois, donc il faut réussir à rapidement. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est juste de faire le moins réfléchir les gens, d'être agréable, gentil, mais en revanche, d'être très incisif sur le fait que on n'est pas potes. Moi, si je t'ai au téléphone, c'est pour que tu payes quelque chose, donc tu as Ouais. des questions et je réponds à ta question. En revanche, je me raconte pas ta vie, je suis pas ton psy, ne va pas dans tous les sens en me posant des questions, tu vois, genre, déjà même le moindre truc de se dire, parfois j'avais des mecs et du coup je raccrochais. Ça, à un moment, à la fin, j'étais désagréable parce que j'en pouvais plus, tu vois. Il y a des gens qui arrivaient qui disaient ah non, mais j'aimais bien juste ce que tu fais, donc du coup, j'avais quelques questions concernant ta formation, alors explique-moi ce que tu fais. Hmm. Ça me faisait vriller, tu vois. Bah En oui. mode, je disais, bah écoute, tu as mon site internet, Ouais. tu regardes ce que je fais, et si t'es intéressé, tu payes. En revanche, je vais pas passer 1 heure à t'expliquer ce que je fais dans la vie alors que tu avais tout le temps du monde pour aller regarder, tu vois. Et il y a des gens qui sont vraiment pas respectueux envers ton temps et qui pensent, et eux, du coup, ils ont du temps à perdre, et donc, du coup, ils vont te le faire perdre. Et il faut être très, pas désagréable, j'ai pas envie de dire ça désagréable, mais très, faut être assez autoritaire avec ce genre de gens-là, tu vois, de se dire qu'en fait, je suis désolé, en revanche, tu vois, tu as des manières gentilles de le dire, mais quand quelqu'un commence à partir dans des discussions d'1 heure, tu peux lui dire, écoute, je suis désolé, je suis désolé, en revanche, j'ai pas beaucoup de temps, on n'a que 30 minutes pour que cet appel soit que je réponde le plus possible à tes questions. Hmm. Est-ce qu'on peut revenir au sujet, tu vois. Ouais. Un appel commercial, c'est vraiment que du cadrage et des règles à respecter, tu vois. Et je pense que voilà, c'est des conseils que je donne parce que sinon tu peux Alors, rapidement partir ouais. en burn-out à passer de Il vie. y a deux trucs. Ou alors, trouver un moyen qui fait que tu es tellement bon avec ton process, ton marketing, le pricing, pour faire en sorte que t'es pas à faire d'appel de vente. Ou si tu es assez bon à déléguer ça. Premier truc. Deuxième truc, faut pas oublier aussi que on a des personnalités qui sont pas si différentes, je pense, toi et moi, notamment liées à la logique et à la patience. Et en fait, il y a plusieurs types de vendeurs, tu vois. Et j'ai vu ça, donc j'ai vu un livre où il y a 5 types de vendeurs. Je sais plus ce que c'est, t'as l'éleveur, t'as le problem solver, Ouais. enfin bref. Et t'as des gens littéralement qui closent des ventes en écoutant les problèmes des gens, tu vois. D'ailleurs, enfin, il y a plein de gens qui gardent certains logiciels ou prestations juste parce qu'ils s'entendent bien avec l'interlocuteur dans la boîte. Et parce qu'ils se marrent bien avec Jacqueline, tu vois. Et puis, tu vois, ils vont à des super restos payés par les deux boîtes quand ils font des trucs. On n'en est pas à ce niveau-là, nous, de hiérarchie, tu vois. Enfin, tu vois, ça, c'est plutôt dans des boîtes où c'est plus processé, où les gens en ont un peu marre et tout. Mais même à notre niveau, moi, je pense qu'il y a des gens qui me payaient quand je fais du ghostwriting. Tu vois, je sentais que la personne, elle me racontait sa life. Et je disais, ouais, mais sur ce sujet, on va peut-être pas faire de passe. Elle fait, non, mais. Et la personne parle. Et en fait, et souvent, il ne te l'avoue pas, mais il y a eu un jour un client, enfin une cliente plutôt, qui m'a dit, bon, ben aujourd'hui, on n'a pas trop avancé, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien de parler, t'inquiète et tout, tu vois. Et elle est partie. Et on n'avait rien fait, tu vois. Mais Ouais. je sens elle en avait envie, tu vois. Par contre, j'étais payé, Ouais. tu vois. Donc, quand tu es payé à l'heure, à la limite, si la personne, elle veut te raconter sa life, il faut la cadrer, hein, bien sûr. Mais après, le truc, c'est qu'au bout d'un. En fait, quand les gens, tu vois, chaque euro supplémentaire est vraiment important, souvent ils sont stressés, tu vois, par le temps qui passe, tu vois, etc. Quand tu commences à être dans une certaine largesse financière, bah, tu vois, tu passes 1 heure avec un type, tu vois, ça coûte 50 balles, t'es pas là, tu vois, à te dire, ah, il reste 20 minutes. Tu t'acceptes que, tu vois, c'est la construction d'une relation, que, tu vois, tout fait partie, en fait, du processus. Mhm. Et c'est pour ça que c'est difficile et qu'en fait, souvent, moi, il y a un truc que je dis, et je mets toujours un gros warning, qui est, si acheter ce produit vous met en difficulté ou détresse financière, ne l'achetez pas, tu vois, ça va pas vous sauver, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est important pour moi, parce que au poker, il y a un truc qui s'appelle le scared money. Scared money, c'est en fait quand tu joues à des limites trop hautes par rapport à ce que tu peux te permettre. Du coup, tu joues pas ton meilleur poker. En tout cas, tu prends pas les meilleures décisions les plus logiques parce que chaque décision, en fait, devient beaucoup trop problématique. Du coup, tu baisses ton niveau de jeu. Et c'est la même chose avec les gens qui achètent des produits éducatifs en scared money.
C'est-à-dire qu'en fait, ils vont surinterpréter la valeur que tu vas faire, ils vont être beaucoup moins indulgents, ils vont être beaucoup moins patients, ils vont vouloir des résultats beaucoup plus immédiats. Et souvent, ils vont pas avoir le bon état d'esprit, tu vois. C'est pour ça que ça m'a toujours fait peur de déléguer la vente, parce que je me suis dit, ça va. S'ils m'amènent des clients, c'est très important d'avoir des commerciaux qui vont accueillir des clients qui vont vraiment y trouver un Ouais. intérêt avec ton produit ou ton service, tu vois. Et je pense que le meilleur personne... En fait, quand tu as un sales qui t'a trop vendu le truc, bah oui, tu en veux au sales, tu vois. En revanche, si quand c'est toi qui as pris la décision, même si ça correspond pas à 100% de tes trucs, tu vas pas te plaindre en soi, tu vois. C'est pas très grave. Tu t'es fait un peu avoir, mais bon, tu t'en fous, tu vois. Ouais. C'est toi, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis tombé sur des commerciaux. Moi, je déteste les commerciaux. Déjà, je n'achète jamais avec un call commercial, par exemple. Genre, très Ah bah oui, rarement. non mais moi non plus. Genre, Jamais. jamais. J'achète dis, ou j'achète pas, hein, de toute ouais, façon. c'est ça. Je vais pas faire un call avec le. Exactement. C'est. D'ailleurs, ça me saoule. T'as 2 minutes pour en parler? Non, Non, j'ai pas j'ai 2 pas- minutes. non, C'est j'ai quoi pas le ton temps. offre? Et vas-y, je Me paye casse pas si les je couilles, veux. dis-moi le Ouais. prix. Non, mais le prix, ça dépend, je te l'annoncerai. Non, mais tu m'annonceras rien. Ouais, exactement. Donne-moi une fourchette, tu vois. Ouais. Me casse pas les couilles, en fait. Ouais, ouais. Et je pense qu'on est dans cette ère de plus de clarté, plus de visibilité, plus de transparence aussi, tu vois, pas d'essayer d'être un peu tricky sur la vente. On peut finir là-dessus, je vais même te dire un truc. J'ai, me suis renseigné à l'époque, c'est 2 ans, sur un programme d'accompagnement sportif. Le mec m'a foutu dans un funnel, tu vois. Donc en fait, j'avais envie de lui dire, bon, bah, enfin, tu vois, je suis probablement un type de client qui peut payer 5 ou 6 fois plus que le type. Je veux pas le truc de base, je m'en fous en fait. Ouais. Il me fout, donc du coup, j'arrive dans un funnel, il me pose des questions, le truc, blabla, call de vente. Le mec était tellement mauvais. C'était ce que j'appelle un bro, tu vois. Donc il m'appelait bro. Ouais, j'en ai eu un Tu sais, comme ça il m'appelait toujours par mon prénom. Tu sais, il croit trop que. Non, mais Ouais. Thibaut, mais qu'est-ce que tu me parles, Thibaut de... C'est pas ton pote, tu vois. Ouais. Et puis, tu sais, et puis voilà ce qu'on va faire, Thibaut. Puis blabla. Et puis, qu'est-ce que tu me parles en Déteste, fait. ouais. Non, mais Qui en en rajoute fait, trop, le quoi. mec, il est là pour te closer. Ouais. Et en fait, tu lui donnes les objections. Et moi, j'étais ferme. Je lui ai dit, non, mais écoute, ça me convient pas. J'ai bien compris le truc. C'est pas du tout ce qui me convient. Donc, je préfère te faire gagner 15 minutes. Déjà, on a fait 15 minutes. Pour moi, c'est trop long, tu vois. Il m'a donné le prix. Le mec, évidemment, il avait fait le beau tout le call. Au moment où il doit m'annoncer le prix, tu sens qu'il regarde ses pieds, tu vois. Ouais. Alors, le prix, et puis tu sais, il met, je sais pas, il prend 10 000. Et je dis, mais annonce le prix. Enfin, j'ai pas dit, mais. Et le gars, il essaie de me casser les couilles sur les objections. Alors, c'est leur Ouais. but de réduire les objections. Mais je lui dis, non, mais ça sert à rien. Je n'achèterai pas ce produit. Il a réussi, le gars, à me donner moins envie d'acheter le produit qu'avant l'appel. Ouais. Tu Bah vois. oui. C'était pas le CEO, hein, c'était un Mais il y a gars qui devait être un setter, quoi. tu beaucoup de mauvais vendeurs, moi. C'est ça qui me fait très très peur. Et c'est trop, surtout en France, les Américains sont très forts, mais Ouais. en France, c'est très 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 difficile d'avoir des bons setters. Moi, j'ai un mec qui m'a envoyé une démo de vente parce que je voulais faire du setting aussi. Bah, ça m'a dégoûté. Pareil, le bro, quoi. Salut Kevin, comment ça va? Tu sais, ils ont fait un appel d'échange, ils ont enregistré pour voir ce qu'ils pouvaient faire, tu vois. Ouais. J'avais envie de vomir, quoi. Franchement, je disais, ah non, mais pas du tout, quoi. À la limite, tu te tais, t'écoutes, tu poses les questions, Mais oui. tu réponds oui, non. Ça, non, c'est pas possible. Ça, c'est peut-être mieux. Ok, bah, tu veux 5%, voilà, Ouais. tiens, 5%. Et tu vois, faire rapide, efficace. Genre, moi, je suis comme ça. J'aime bien qu'on me close efficacement. Et d'ailleurs, je négocie jamais. Et voilà, dès que je dis que c'est bon, c'est un bon deal, je signe le devis et c'est bon. Tu vois, Mais oui. genre, je réfléchis pas. T'as du sales dans ta formation? Non. Mais je pense que je devrais en parler, moi. Parce que tu sais que moi, quand je me suis lancé dans le sales, j'ai fait des entretiens de sales. J'étais tellement nul. Ouais. Franchement, et la différence entre à l'époque et maintenant, en fait, j'ai jamais été formé au sales. Je me suis auto-formé, tu vois. Même les formations de sales, je suis pas sûr qu'elles te fassent. Enfin, je pense que le meilleur moyen, c'est ce que disent tous les bons commerciaux, c'est que le meilleur moyen de devenir un bon sales, c'est de le faire, quoi, c'est de pratiquer. Ouais. Mais c'est vrai que tu as plein de. Moi, la première fois que j'étais en vente, elle me donnait une objection et t'es là, t'essaies de la piéger, t'es un peu en bataille avec les objections en disant ah, t'es pas sûr vraiment de ton truc. Bref. En fait, Non, mais les gens sont tellement anxieux. Ce qui est ouf, c'est que quand je bossais dans des boîtes, quand je faisais des appels de vente, j'étais anxieux, j'avais peur de l'appel, en fait. Moi aussi. Ouais. Et maintenant, alors j'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup. Et
j'embrasse l'appel. Je sais pas comment on dit. J'accueille l'appel, tu vois. Ouais, je suis chaud. Ouais, moi aussi, si je fais un appel commercial, je suis très chaud. Tiens, mais pour, c'est quoi ça? Je vais le noter. Avant, j'étais anxieux avant les appels avec des prospects. Ouais. Et ben non. Parce que, Parce en que t'as fait, confiance aussi. T'as pris confiance aussi en toi, en ton produit, t'es fier de ce que tu fais, tu connais les résultats que t'as apportés. alors, bien sûr, Tu sais ça que aide. t'as un Ça. goût du gotistan. Bah, tu vois, si tu me foutais. Franchement, un truc hyper dur. Tu nous fous un jour en téléprospection pour Orange ou Free ou je sais pas quoi. Oh, Et t'appelles une base de données non sollicitée et t'essaies de faire passer les gens de Orange à Free ou je sais pas quoi. Ouais, Ça, ça c'est dur. waouh, Ouais, ça tu vois. pique. Tu penses que on Je pourrait pense faire que- mieux que les gars, moi, là-bas? Je pense que j'arriverai à faire des petits trucs, ouais, mais c'est plus dans la tête et dans l'énergie que ça me prendra Non, mais je pense que c'est vachement dur. Ouais. Hein. C'est très très chaud. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça quand tu reçois un appel? Moi, je dis, je suis pas intéressé. En fait, ça dépend. Tu vois, il y avait un passage dans le Loup de Wall Street où le mec est très très fort. Tu vois, en mode, il dit oui, vous aviez investi quelques milliers, Ah ouais. quelques dizaines d'euros il y a quelques temps. Écoutez, la bourse est en train de décoller en ce moment. Tu sais, genre, ce pitch, franchement, tu prends juste cette partie-là, c'est une démonstration de vente extraordinaire, tu vois. Donc, je pense que je la jouerais plus un peu à la Jordan Belfort parce que c'est de la vente, tu sais, c'est Hormozy qui dit, en fait, tu as des produits, c'est des yaourts, donc tu as Leclerc, Monoprix et enfin, un autre magasin, Franprix. Le yaourt, il sera au même prix globalement dans les trois magasins, tu vois. Donc si tu as le pot de yaourt qui est chez Franprix qui est moins cher, tu vas aller chez Franprix, parce que c'est les mêmes, tu vois. En revanche, là où tu es dans les appels téléphoniques, c'est un peu pareil. C'est que le prix qui compte, tu vois. Le prix par rapport à l'offre qu'on te propose. C'est toujours de. Sur les C'est bas une, prix. c'est une bataille de prix. Sur les bas c'est prix, ça. ouais, C'est que de la bataille de prix. C'est Pas sur les hauts prix. Oui, mais c'est pour simplifier Voilà. le truc de se dire, bah ouais, en fait, parfois vous avez des produits Ouais. qui. C'est pas le prix qui va faire la valeur. Un Mm. yaourt, ça restera toujours un yaourt, tu vois. Whatever le truc que tu prends. Euh, mais surtout de la même marque, quoi. Mais du coup, la valeur, le prix, voilà, il n'y a pas vraiment de valeur. Le mec, il va me dire, bah, moi, ce qui va compter, c'est pour le même prix, je peux avoir plus. Ou alors, est-ce que pour le même prix ou pour le moins cher, je peux avoir la même chose, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ça va plus être en mode, ouais, bah, je sais que vous avez un abonnement que vous payez 20 euros, vous avez 100 gigaoctets, je sais que c'est l'argument qui va compter. Voilà, moi, je vous propose le même forfait pour 15 euros par mois, tu vois. Voilà. Et en fait, simplement, la première question, c'est bonjour, combien vous payez par mois? Et combien est-ce que je peux vous offrir en moins, tu vois, sur le truc. Pas de bullshit en mode comment ça va aujourd'hui, etc. Enfin, je m'en fous, tu vois. C'est pas. Vite, tu vois. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu m'offres? Ok, go. Mm, Et mm. quelle est l'étape simple? Parce que, pareil, tu me dis, ouais, j'ai gagné 5 balles, mais est-ce que les 5 balles me prennent du temps Ouais. pour le mettre en place? Est-ce que la tu vois. modification Ouais. et le temps que j'ai passé C'est va me ça. coûter pas finalement En plus fait, cher s'il me dit même dans la même phrase, ok, bah écoutez, je vous propose un forfait à 5 euros moins cher par mois, ce qui fait presque 50, 60 euros d'économiser par an. La seule chose que vous avez à faire, c'est que je vous envoie un lien, vous cliquez dessus et boum, vous êtes dans le contrat. Je fais vas-y, go, tu vois, pas de problème, je m'en fous. Ouais. D'ailleurs, ce qu'ils font très bien Free, chez Free, tu as des box dans lesquelles tu donnes ton numéro de téléphone, tu souscris avec ta carte bancaire, tu prends ta petite carte, tu t'en vas et ils s'occupent d'enlever ton numéro de téléphone chez les concurrents en une semaine. Ah, Et t'as ton ouais. truc. Il est bon, hein, lui, Niel. Très très fort. Ouais, Ouais. le process, il est extraordinaire. Si vous allez chez Free, essayez d'aller regarder justement comment est-ce qu'ils arrivent à closer Ouais, de nouveaux ouais, clients parce que très, c'est très une bon. machine de guerre, quoi. Bon, on a terminé. Merci le bro du Gotistan. Ciao, le boss N'hésitez du pas encore Bossistan. une fois à commenter pour donner des sujets. On va essayer de regarder la prochaine fois. Et on se voit demain. Ou la Probablement, semaine ouais. prochaine. Pour envoyer sur YouTube. Ciao. Allez, ciao.